J'aurais tellement aimé écouter cet épisode de podcast lorsque j'ai démarré dans le MLM. Comment faire lorsque l'on part de zéro dans le MLM pour réussir par la suite à développer une belle communauté. Comment faire lorsqu'on a peur de sortir de sa zone de confort, lorsque on a également le syndrome de l'imposteur, lorsqu'on peut avoir des difficultés à vivre le jugement des autres, le regard des autres, lorsque personne ne nous soutient, que ce soit nos amis, notre famille. C'est pas toujours évident de garder un bon mindset, un bon état d'esprit, surtout lorsqu'on démarre, lorsqu'on a peur de faire des erreurs, lorsqu'également on se forme énormément, qu'on fait beaucoup de formations et qu'ensuite on ne sait pas par où commencer, par quoi commencer, et c'est là que on peut être bloqué et que c'est très difficile par la suite de passer à l'action. Et justement, c'est l'objet de cet épisode de podcast, comment faire pour partir de zéro dans ton MLM, quelles sont les bonnes méthodes, quelles sont les étapes à suivre pour réussir dans le MLM. Et pour cela, j'ai invité un invité de marque pour moi. Franchement, je suis très honoré, je suis très content de l'avoir invité dans cet épisode de podcast. Il s'appelle Stéphane Paget. Il nous vient tout droit du Québec et il va nous partager toute son expérience. Lui aussi, il a eu des difficultés lorsqu'il a commencé dans le MLM. D'ailleurs, il nous partagera dans cet épisode de podcast qu'il a arrêté l'école à l'âge de 16 ans et également qu'il a eu 16 ans d'échecs. Est-ce que tu te rends compte, 16 ans d'échecs dans le MLM avant de enfin pouvoir réussir à vivre du MLM. Aujourd'hui, il a des équipes dans le monde entier. Il a des équipes aussi bien en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, et il développe son MLM à l'international. Et donc c'est pour te dire que toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux réussir, toi aussi tu as la possibilité de réussir tout en partant de zéro, mais il faut être patient, il faut être persévérant, il faut travailler et surtout avoir un bon état d'esprit. Et donc cet épisode de podcast là, il est là pour ça, pour t'aider à partir de zéro dans ton MLM. En tout cas, dans cet épisode de podcast, tu l'auras compris, il y aura beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de belles choses qui vont être dites sur les expériences de Stéphane, mais également sur mes propres expériences. On va te parler également du fait de se fixer des limites, de faire la distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que je sais que c'est pas évident également de faire la part entre les deux, d'autant plus que souvent le MLM se développe à la maison, et donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on fixe ses limites. Et des fois, ça peut justement mener au burn-out. Donc, comment faire pour se fixer des limites, comment faire pour travailler efficacement et avoir un bon état d'esprit. Donc tout ça, on va te partager cela dans cet épisode de podcast. J'ai vraiment hâte que tu l'écoutes parce que moi j'adore en tout cas Stéphane et tout ce qu'il a dit. Et ce que je voulais juste rajouter, c'était que tu verras que à la fin, à la conclusion de cet épisode de podcast, tout à la fin, je vais juste te donner un petit conseil, une petite chose qu'on n'a pas évoquée avec Stéphane et que je voulais vraiment bien te le préciser en aparté de cet épisode de podcast, du live qu'on a fait avec Stéphane, parce que c'est quelque chose qui pour moi est important de bien comprendre, de bien saisir. Donc ce sera un petit bonus à la conclusion de cet épisode de podcast. Je t'en dis pas plus, je te laisse vraiment apprécier cet épisode de podcast là. Si tu as des questions bien sûr, tu peux nous les poser. Et tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Salut Dorothée, salut Stéphane, Salut, comment ça va? ça va super et toi, comment tu vas? Ça va très très bien.
Ah, je t'ai fait réveiller tôt aujourd'hui avec le décalage horaire. Ah, c'est pas si mal, là. Il est 9 heures du Ça- matin. On est Ah, bon. ben super, super. Franchement, merci beaucoup hein, d'accepter ce live. Ça fait vraiment, vraiment plaisir, Stéphane. Je suis très content de te voir aujourd'hui. Ben, le plaisir Euh, pour moi. ben, c'est vraiment gentil. Ben, Stéphane, pour savoir, il est au Québec. Du coup, il est au Québec. Et du coup, voilà, il développe aussi du MLM. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de parler de cette thématique-là, comment partir de zéro dans le MLM. Et justement, parce que Stéphane, lui, il est vraiment parti de zéro, il est parti de rien, il a développé son MLM. Et aujourd'hui, il a des grandes, grandes équipes. Donc, bonjour à tous. Il y a Romain qui nous fait un petit coucou. Ah Il y a ben, Romain ça qui nous fait fait un la petit coucou. Il y a également Dorothée qui nous salue. Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de comment partir de zéro dans le MLM. Et avant ça, ben, j'aimerais bien que tu te présentes, savoir un peu qui tu es, quel est ton parcours, etc. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Ben oui, écoute, ça va me faire plaisir. Merci pour l'invitation. C'est tout le temps un plaisir de partager avec des gens de la communauté puis tout ça. Donc moi, je suis marié avec Claudia. Ça va faire 20, ça fait 27 ans. Donc, on a Félicitations. un beau parcours ensemble. On a trois filles. Et ensemble, nos trois filles ont trois enfants. Donc, on est maintenant grands-parents, même si on n'a pas l'impression d'être grands-parents, mais bon. Et puis, ben, tu sais, tout jeune, j'avais, écoute, 16 ans. J'ai mon père qui m'a partagé un livre sur le développement personnel. Yes. Et c'est là que, étant un petit gars gêné, introverti, ben pour moi, j'ai vu dans ce livre-là tout ce qu'on pouvait accomplir, qu'il n'y avait pas de limite, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait dans la vie si on avait simplement la volonté de le faire. Mhm. Et puis, ben, ça m'a ouvert beaucoup de portes sur la possibilité de me lancer dans le monde des grands. Mhm. Et puis, j'ai découvert le marketing de réseau. Je ne sais pas si on va y revenir tout à l'heure, mais bon, j'ai découvert Yes. le marketing de réseau. J'ai décidé de créer ma propre société. Bon, ça n'a pas été comme je voulais exactement. Puis, j'ai décidé de lancer un commerce de location de motoneige parce que c'est là-dedans que j'ai grandi. Mon père louait des motoneiges. Yes. Il y avait 42 franchisés à travers le Québec, l'Ontario. On avait beaucoup de gens qui venaient de l'Europe, d'un peu partout. En Afrique aussi, on a même eu le prince du Gabon en Afrique qui est venu Wow. avec sa suite royale. Donc, on a fait beaucoup de touristes. On a eu beaucoup de touristes qui venaient de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, mais beaucoup de l'Europe surtout. Et puis donc, ayant évolué là-dedans, ben, je décide de faire ça, m'en faire mon business. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années, une quinzaine d'années. Et puis, je faisais le marketing de réseau à temps partiel. Et puis, à un moment donné, Ah, je sais pas ben, si tu m'entends un peu, Stéphane, ou pas. moi, je t'entends bien. Je Ah, t'entends bien. super, ouais, ça bug un petit peu, mais ça va. Ça va, là, je t'ai rattrapé. Bah, super, franchement, merci de raconter un petit peu ton parcours. Et moi, la petite question que j'avais, c'était est-ce que tu te souviens du livre, du titre du livre que tu avais donné Oui, à ton c'est père? la puissance de votre subconscient par Joseph Murphy. Super, super. Ok, bah, en tout cas, je le note. Je le note en tout cas. Merci beaucoup de ce partage-là. Et c'est vrai que toi, t'as une carrière, on va dire, assez incroyable, notamment dans l'entrepreneuriat et aussi dans le MLM. Mais j'aime dire aussi que le MLM, c'est de l'entrepreneuriat. Ça fait Ah, ben partie oui. aussi de l'entrepreneuriat. Et vraiment, te montrer comme exemple pour dire que c'est possible, de dire que c'est possible de réussir pour tout le monde, de démarrer de zéro et d'arriver justement au statut que tu as aujourd'hui. Et justement, moi, je veux savoir bah, comment ça s'est passé avant déjà d'entreprendre. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Peut-être tu Mm. étais étudiant, est-ce que tu travaillais, est-ce que tu étais un peu salarié ou pas? Qu'est-ce que tu appréciais, qu'est-ce que tu appréciais moins? Ouais. Comment était le petit Stéphane? Comment était le petit Stéphane justement avant de se lancer? Oui, absolument. Ben, tu sais, moi, c'est ça, ça a commencé très jeune, hein, parce que, bon, à 16 ans, quand j'ai eu ce premier livre-là, ça m'a ouvert les possibilités. J'ai été employé pour mon père. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore ses locations de motoneige. Il faisait la vente de motoneige. Donc, il était le premier concessionnaire bombardier au monde. Donc, Mhm. c'était lui le premier qui a ouvert ses portes. Donc, il vendait des motoneiges. Il vendait des motoneiges, des motos Honda, puis ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, j'ai grandi dans un garage. Je travaillais avec les mécaniciens. Je faisais la livraison. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon permis de conduire. Puis là, je faisais la livraison de véhicules comme ça. Et puis, donc, j'ai grandi là-dedans.
Et quand je me suis lancé, quand j'ai quitté l'école, parce que, en fait, moi, quand j'ai découvert qu'on avait tellement de potentiel, je me souviens, j'étais au cégep. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, c'est un peu le collège probablement chez vous, je ne suis pas trop Yes. certain, mais Ouais. donc, j'étais là et j'étais en train de terminer mes études et tous les étudiants étaient stressés parce que ça leur prenait absolument des bonnes notes parce qu'ils disaient si j'ai pas des bonnes notes, je vais échouer dans la vie, je réussirai pas. Puis moi, à ce moment-là, j'avais lu plusieurs livres de développement personnel. Je dis ben voyons donc, c'est pas comme ça qu'on réussit. Donc, j'étais un peu obstiné à l'idée de je me rébellais, si on peut dire, contre l'école, surtout que j'étais pas très bon à l'école. Mm. Alors, j'ai décidé d'abandonner à la fin, j'avais tout terminé. Il me restait un examen de mathématiques. Je ne me suis pas présenté Ouais. parce que je ne voulais pas avoir de diplôme. Donc, tu sais, quand Ah on ouais, est jeune, incroyable. des fois, on était un petit peu coco. Ça ne Ouais. changeait rien dans la vie. J'aurais pu avoir mon diplôme. Ça n'aurait rien changé. Mais bon, j'ai terminé. Et puis là, j'ai décidé de lancer ma propre compagnie de réseau. Donc, j'ai démarré une compagnie de marketing de réseau qui était une carte de crédit avec Mastercard, donc Mastercard et la Banque nationale du Canada. Et tu peux Mm. t'imaginer qu'à 19-20 ans, tu te présentes à la Banque nationale, tu es tout jeune, tu n'as pas trop de crédibilité, j'avais les cheveux longs. Euh, Écoute, mais j'étais très intelligent parce que j'avais un consultant en affaires qui avait beaucoup d'expérience, puis il avait des business lui-même, puis tout ça. Donc, il venait avec moi, puis on a présenté le projet. Et finalement, ça a fonctionné. Donc, j'ai évolué là-dedans, j'ai fait quelques années. Puis je me suis rendu compte que c'était pas le côté du business qui m'attirait, dans le sens, pas le côté business, je veux dire, le côté corporatif, Mm. avec des employés, négocier avec des marchands, toutes ces choses-là. C'était pas ça qui m'attirait, c'était plus de travailler sur le terrain. Puis la raison, ça revient à ce fameux livre-là, quand je l'ai lu la première fois, je me souviens, j'étais dans la classe, on a fait un test d'aptitude sur qu'est-ce qu'on devrait faire comme métier plus tard dans la vie selon nos aptitudes, selon nos différentes choses qui nous intéressent. Et puis quand le test est revenu, les résultats, écoute, moi j'ai des grandes ambitions, là. J'ai lu des livres, je suis motivé, j'ai des grands projets, là, tu sais. Ouais. Et puis là, je prends mon test, je vois les résultats, puis je regarde à droite, la colonne de droite, parce que c'est les salaires. Donc je regarde le plus élevé, c'était 36 000 par année. Et 36 000 Ouais. par année, c'était plombier. Écoute, quand j'ai vu ça, je dis, voyons, là, un test est en train de me dicter ce que moi je vais faire dans la vie. Voyons donc, je ne peux pas croire que des choses comme ça se peut. Là, je regarde dans la classe, puis tous les élèves sont en train, là, ils ont leur test, puis là, ça y est, c'est ça leur carrière de l'avenir. Le Ah. test leur a dicté ce qu'ils vont faire. Mm. Et c'est là que je me suis comme révolté. Je me suis dit, non, 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 ça se peut pas. Donc là, à ce moment-là, pour moi, ça a été le premier déclic dans ma vie. Où est-ce que je me suis dit, moi, ce que je veux faire, puis je me souviens, j'étais dans la classe, j'avais mon test, je me suis dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est que je veux réussir, puis après ça, je vais enseigner aux autres à réussir. Wow. Et c'est là que plusieurs années plus tard, j'ai découvert le marketing de réseau. Mm. Et quand j'ai vu les cercles qui se multiplient, puis que ton succès dépend du nombre de personnes que tu aides à réussir, j'étais emballé. J'ai dit, ça y est, c'est ma vocation. Et c'est pour ça que j'ai démarré ma propre compagnie de réseau à ce moment-là. Donc, Ah, ça donne un petit peu une idée là, du début là, de qui ouais. j'étais. Franchement, c'est incroyable. Je suis très admiratif parce qu'il y a de la prise de risque, il y a du Ouais. courage, il y a aller un peu dans l'inconnu, mais en fait, c'est comme si comme tu étais convaincu par là où tu voulais aller, cet inconnu-là, en fait, il était comme s'il était visible pour toi. Et ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose d'incroyable. Et il y a juste, je te dis, il y a Nicolas là qui nous fait un petit coucou. Il dit oh, les touristes, comment ça va? Mais tu sais, Et Mounir, Nicolas, je vais juste te dire un point yes, là-dessus. C'est un bon yes. point que tu amènes. Tu sais, courage, puis tout ça. Moi, je te dirais, c'était plus l'innocence. Ah, Et la puissance de l'innocence, parce que quand on ne sait pas qu'on peut échouer, on se lance. Il n'y a pas de limite. Puis c'est vrai. ça, c'est la beauté quand on est jeune. On ne tire pas des boulets Mm, d'échec après échec. Puis là, on se fixe nos propres limites parce qu'on mm. a peur, parce qu'on a vécu des choses. Mais quand on est tout jeune, on n'a pas. Regarde les petits-enfants là, qui se lancent en bas. Moi, je regarde mon petit-fils là, qui se lance en bas d'une chaise, je le rattrape juste au bon moment. Je dis, voyons Mm. là, il va se faire mal.
Mais nous, en tant qu'adultes, on a vécu une difficulté après une autre. Puis ça, ben, on transporte ça à travers nos futures expériences, puis ça nous limite dans notre potentiel. Donc, à cette époque-là, je te dirais que c'était pas tellement le courage, c'était plus effectivement l'innocence, mais ça m'a aidé. Je me suis lancé, puis j'ai fait des belles choses avec ça. Ah, franchement, c'est juste incroyable. Et juste ce que je voulais te demander, c'était toi, t'as dit que tu n'avais pas fait ton dernier examen de maths pour justement ne pas avoir ton diplôme. Comment ont réagi tes parents? Parce qu'en fait, si tu veux, euh, dans des situations comme ça, il y a souvent notre entourage, notre famille qui va nous conseiller justement de privilégier la sécurité par rapport à la prise de risque. Et déjà là, juste à ce moment-là, tu étais jeune, comme tu as dit, tu étais insouciant. Comment ont réagi tes parents quand tu as dit que non, je voulais pas avoir mon diplôme et je voulais pas faire cet examen? Mais je ne l'aurais pas dit. Ah, Ils l'ont su quelques années plus oui, tard. c'est pour ça que j'allais dire après, ils l'ont su. Donc, Ils l'ont comment su, ça s'est mais passé? longtemps après. Ok. Tu sais, je te dirais, mes parents, ils suivaient pas beaucoup ça, eux. Tu sais, ma mère, elle n'a pas complété ses études loin. Tu sais, elle a fait son secondaire, puis ça Hmm. s'est arrêté là. Donc, elle, pour elle, l'école, tu sais, elle faisait pas nécessairement les devoirs avec nous. Puis, c'était une époque où est-ce qu'il n'y avait pas autant de devoirs pour les enfants quand ils revenaient de l'école. Donc, quand je suis rendu au cégep, elle suivait pas mes choses. Tu sais, elle savait, j'étais inscrit, parfait, j'avançais, puis tu sais, j'ai passé une année, 2 années, puis là, j'étais rendu à ma troisième année, j'étais rendu à la fin. Elle, pour elle, c'était fait. Je l'avais fait, tu sais, mais j'avais pas complété mon chose. Donc, ils l'ont pas su. Et à ce moment-là, moi, j'étais pressé à quitter, à terminer mes études parce que je voulais me lancer en affaires. J'avais déjà mon projet, j'avais tout fait mon plan d'affaires. Puis mon père, c'est un homme d'affaires. Mon grand-père, c'était un homme d'affaires. Je savais que je m'en allais là-dedans. Je m'en allais me lancer en affaires. Donc, ça a passé, comme on dit ici, ça a passé comme du beurre dans le poêle. Hmm. Non, bah, franchement, c'est juste incroyable. Merci pour cette explication, de voir un peu comment était le contexte aussi avant sur les études, etc. N'hésitez pas, ceux qui sont présents en commentaire, à poser des questions à Stéphane, parce que franchement, il est là pour répondre aussi à toutes vos questions. Là, il y a Samuel également qui te fait un petit coucou, également de Suisse, lui, des écoutes de Suisse. Donc là, on est vraiment à l'international dans ce live. Ça fait vraiment plaisir. Euh, Moi, j'aimerais que tu me dises un peu bah, comment on fait. Est-ce que toi, tu as une recette, un conseil à donner pour aider les gens à sortir de leur zone de confort? Parce que toi, tu as réussi à le faire, notamment parce que ton père il t'a donné un livre. Tu as réussi à le faire aussi parce que tu avais des personnes de ta famille qui étaient entreprenants. Mais pour des personnes, tu vois, qui n'ont pas tout ça. Il y a des personnes, des fois, qui n'ont pas accès à toutes ces choses-là. Donc, comment on pourrait faire pour sortir de sa zone de confort et pour justement prendre des risques? Est-ce que justement il faut prendre des risques? Mais, tu sais, je te dirais, moi, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont arrivées, qui sont arrivées dans la vie. À des certains moments, j'étais comme bloqué. Puis jusqu'au jour où est-ce que rester bloqué est plus douloureux que l'action qu'on doit faire, Mm. qu'on n'est pas à l'aise de faire. Et c'est ça, je te dirais, le plus grand défi, c'est que les gens sont confortables. Malgré on est confortable dans notre inconfort. On est dans une situation où est-ce que, bon, on veut faire gagner plus d'argent, on veut avoir plus de temps pour notre famille. C'est toutes des belles choses. Puis souvent, c'est des choses qui sont plus sur du moyen-long terme. Donc, ça ne nous affecte pas dans notre quotidien immédiatement. Oui, ça nous affecte, mais tu sais, on vit déjà comme ça depuis un certain temps. Mm. Donc, on est confortable dans notre inconfort. Et quand ça devient beaucoup plus difficile, puis qu'on n'est plus capable de vivre dans cette situation-là, c'est là qu'on est prêt à faire des choses. Donc moi, je te dirais, c'est de reviser où est-ce qu'on est, puis de peut-être justement l'alimenter un petit peu, cet inconfort-là, puis de se dire, hey, écoute, j'ai tel âge, donc dans 5 ans, je vais avoir tel âge, puis si je continue, ça ne changera pas. Puis souvent, on est motivé, pas par les choses qu'on veut atteindre, mais par les choses qu'on va manquer si on ne les atteint pas. Donc, le Exactement. négatif est plus motivant souvent. Donc, Mm. c'est de se dire, OK, si je n'ai pas la liberté de temps pour profiter avec mes enfants, qu'est-ce qui va arriver? Bien, mes enfants vont grandir. Ça va être le temps, eux, de peut-être de quitter la maison.
j'aurais pas vécu les expériences que je voulais vivre avec mes enfants, les amener en voyage, faire ces choses. Donc là, on rend ça plus douloureux. Et Mm. ça, souvent, c'est ce qui va nous mettre le feu au derrière, puis go, on passe à l'action. Donc c'est ça. Ce serait d'évaluer vraiment la balance entre les deux. Ah, franchement, c'est super, mais c'est exactement ça, hein. C'est vrai que avec des personnes que je peux accompagner ou même motiver un peu dans leur business, c'est de leur dire, ben, ok, tu peux être motivé par ce que tu vas voir, mais surtout, tu peux justement être motivé par ce que tu risques de perdre si tu continues comme ça. Et justement, il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup motivé, c'est vraiment de se dire que déjà ne pas avoir peur de tomber, mais aussi de se dire que on regrette plus dans la vie, on regrette plus les choses qu'on ne fait pas par rapport Mm. aux choses que l'on fait. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est vrai, moi, je vais prendre aussi mon propre exemple, ma propre expérience. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais au collège, en troisième, je voulais avant être architecte d'intérieur. Voilà. OK. Je voulais faire architecte d'intérieur, mais par contre, je ne savais pas bien dessiner. Je ne savais pas dessiner, je n'étais pas très bon en dessin, etc. Mais je voulais faire. Et pour cela, j'ai dû aller en seconde, en seconde, donc au lycée, en art appliqué. Et ce lycée-là, il était très loin de chez moi, parce qu'en soi, le collège, là où j'étais, il était juste en bas de chez moi, en bas de ma maison. Et ensuite, le lycée dans lequel j'étais, eh bien, était très loin de chez moi. C'était à 1h30 à peu près de transport, et j'avais à cette époque-là peut-être 15 ans. Et c'était très compliqué. Mais comme j'ai fait cette expérience-là, je suis allé en seconde, j'ai fait ma seconde en art appliqué, c'était un lycée privé, même c'était pas très évident aussi en termes de discipline, etc. Et j'ai vu au final que c'était pas fait pour moi. Mais Mm. par contre, j'ai appris beaucoup de choses sur le design, sur les couleurs, sur les formes, sur l'histoire de l'art, sur pas mal de choses qui me servent aujourd'hui, même dans Ouais. ma propre activité en tant que consultant marketing, parce que c'est important aussi de comprendre les significations des couleurs, de toutes ces choses-là. Et donc, au final, moi, je me dis avec le recul, cette expérience-là, elle m'a fait grandir parce que Mm. je suis sorti de ma zone de confort, je suis allé très loin de chez moi. Voilà, j'ai pris le transport, je suis allé dans une situation qui était très difficile pour moi, le dessin, l'art, etc. Mais au final, aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Parce que si je l'avais pas fait, je me serais toujours dit que ah, mais peut-être que si j'avais fait cette seconde heure appliquée, je serais devenu architecte, j'aurais fait telle et telle chose. Alors que là, comme je l'ai fait et que j'ai vu que c'était pas fait pour moi au final, mais que j'ai quand même appris des choses, eh ben, je me rends compte que c'était une belle expérience qui m'a Ouais. appris au final. Donc c'est un peu Oui. ce que tu disais tout à l'heure sur ne pas avoir de regrets. Et justement, ben, je fais un petit coucou à mon ami Sétienne là, qui dit que c'était un beau parcours. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sétienne, pour ton commentaire. Donc Super. ça rejoint un peu ce que tu disais justement sur justement la peur de perdre Ben justement et oui. d'être dans une situation d'inconfort. Donc au moins ça rejoint ce point-là. Euh, Est-ce que tu as également un petit conseil pour les personnes pour savoir comment faire pour être bien entouré? Comment tu fais toi pour être bien entouré, avoir des personnes qui vont te conseiller, t'aider dans ce que tu fais? Mhm. Tu sais, je pense que les gens qui ont des conseils à donner, qui ont du vécu, qui ont du succès, un de leurs défis, c'est d'avoir des gens, parce que s'ils sont prêts à donner de leur temps ou de donner des conseils, c'est d'avoir des gens qui vont vraiment s'appliquer et poser les actions. Tu sais, ça va arriver si, supposons par exemple, quelqu'un vient me voir puis il me demande conseil. Mm. Et prochaine fois que j'entends parler de cette personne-là, bien, ils n'ont pas mis en application ce que j'ai proposé. Euh, c'est là que cette personne-là ne mérite plus autant de mon temps. Mm. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que quand je demande conseil à quelqu'un, si je suis une formation, par exemple, je vais suivre une formation, mais je veux être des meilleurs témoignages de cette formation-là. Alors, je vais revenir, puis je vais arriver avec mes résultats. Puis si je n'ai pas les résultats, je vais te poser des questions, je vais aller plus en profondeur, puis je vais vraiment m'appliquer pour vraiment donner justice à la personne
qui a mis ce programme-là en place. Et quand je reviens, ben, je reviens avec mes statistiques, mes résultats, mes choses. Puis la personne, elle est fière de me mettre de l'avant parce que ça aide à promouvoir son programme. Mais en plus, elle a une relation avec moi qui est particulière parce que je suis un de ses étudiants, puis elle est fière de voir que je suis celui qui a mis en application ces choses-là. Donc, avec le temps, si je continue de faire ça, ma réputation autour de moi devient que je suis quelqu'un qui passe à l'action, qui ne fait pas juste parler, mais qui bouge. Donc, je pense que nos actions vont faire qu'on va attirer les personnes qu'on a besoin autour de nous. Ah bah c'est super, franchement, c'est très bien ce que tu dis. Et comme tu dis, hein, pour la personne qui t'aide, qui te conseille, qui te mentor aussi, c'est important pour elle de voir que tu évolues et que tu évolues dans le bon sens. Donc, franchement, c'est bien Ouais. d'avoir cette démarche-là, de se dire, bah, tiens, regarde ce que tu m'as conseillé, ce que tu m'as apporté, voici les résultats. Et ça, c'est vraiment top. Je pense que c'est vraiment une fierté pour la personne aussi qui te mentor par rapport à ça. Et justement, toi, tu as dit que tu avais arrêté l'école, on va dire, assez jeune par rapport à tes autres camarades. Mais je voulais savoir également, est-ce que toi, tu t'es formé et savoir est-ce que pour toi, c'est important de se former, d'apprendre, en tout cas, dans le domaine dans lequel on est. Ben oui, c'est clair. C'est certain que l'école traditionnelle, c'était probablement pas un environnement pour moi. Ayant un déficit d'attention, n'étant pas très bon à l'école, c'était pas ma place. J'étais pas non plus le jeune le plus populaire de l'école. J'étais gêné, introverti, je faisais pas trop les sports d'équipe. Donc, je m'éloignais de toutes ces choses-là. J'étais tout seul dans mon coin avec un, deux, trois amis, puis c'est tout. Donc, ça, c'était la période de ma vie que je n'étais pas intéressé. Donc, non, l'école, l'étude ne m'intéressait pas. Mais quand j'ai commencé ma carrière en marketing de réseau, en affaires, là, tout à coup, un livre, deux livres sur le développement personnel, ça a commencé à m'intéresser. Alors, je me suis investi dans ces choses-là. Donc, aujourd'hui, écoute, je pense qu'il n'y a pas une semaine que je ne suis pas en train d'étudier quelque chose. Et ce que j'étudie, dans le moment présent, ça va être en fonction de ce que je veux améliorer présentement dans mon business. Donc, dans notre business, on a le mindset, que tout le temps, on a besoin de s'alimenter de ce côté-là. On a la génération de prospects. On a l'invitation, on a la présentation, le suivi et la duplication. Donc, moi, quand je regarde ça, ben, je me dis, OK, est-ce qu'il y a un de ces champs-là que j'ai besoin de m'améliorer présentement? Si oui, ben, je te dirais que les prochaines semaines, prochains mois, je vais dévorer des livres, je vais être sur YouTube, je vais acheter des formations, je vais peut-être engager un coach, je vais faire tout ce que je peux pour maîtriser le sujet. Donc, je suis continuellement, effectivement, en éducation. Puis, tu vois, on parlait justement de mentorat tout à l'heure. Ben, il y a quelqu'un il y a un moment donné où est-ce que moi, dans mon parcours, ben, au début, oui, j'ai eu du succès. Mais après ça, j'ai fermé ma compagnie de réseau. J'ai décidé de joindre comme un distributeur pour une compagnie de réseau. Et cette compagnie-là a fermé ses portes. J'en ai joint une autre qui a fermé aussi ses portes. J'en ai joint une autre, mais tout ça, ça s'est passé à travers plusieurs années. Et là, ça a été échec après échec après échec. Et à ce moment-là, ben, j'ai vécu ça pendant 16 ans en marketing de réseau sans trop de résultats. 16 ans. Des fois, il y a des gens qui me disent, ça fait 3 mois, je n'ai pas de résultats, je suis découragé. 3 mois? Je l'ai fait pendant 16 ans sans résultats. Incroyable. Ou très peu de résultats. Et donc, j'avais perdu un peu ma confiance et c'est là que j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Tim Sales. C'est un Américain. C'était quelqu'un qui était très terre à terre, analytique, très là, cartésien, puis il expliquait les choses d'une manière que moi, je me sentais à l'aise là-dedans. Puis c'était pas quelqu'un qui était flash, c'était pas le bling-bling, comme on dit souvent. Donc, j'ai décidé de le suivre, puis donner des formations, tout ça, des appels conférences. Je comprenais rien, je comprenais pas l'anglais. Donc, j'essayais je regardais le dictionnaire, là, je réussissais à comprendre un peu, je lisais certains articles qu'il avait écrits. Donc, c'est de même que j'ai appris un peu qui il était. Et j'ai décidé de m'en aller d'acheter ces CD, donc ce CD-ROM, que j'écoutais à tous les jours, du matin jusqu'au soir. Dès que j'avais une chance, j'écoutais ça dans l'automobile avec les enfants qui étaient assis à l'arrière. Au lieu d'écouter des chansons pour les enfants, là, on écoutait Tim Sales. Et puis, donc les enfants ont grandi avec Tim. Et puis j'ai appris l'anglais à écouter Tim.
ce que je faisais, c'est que j'écoutais, puis moi, je ne comprenais pas un mot, je le cherchais dans le dictionnaire, je demandais à ma conjointe. Puis à un moment donné, j'ai fini par comprendre de plus en plus. Et un jour, ce que j'ai fait, c'est que là, j'étais rendu que je comprenais, mais là, j'avais de la difficulté à le parler. Alors, j'avais un petit enregistreur, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les petites cassettes, là. Je me rappelle, ouais. Donc, j'avais ça, puis là, j'écoutais, je faisais jouer une phrase de Tim, de son CD, et là, j'enregistrais moi cette phrase-là. Et là, je revenais ça en arrière, j'écoutais le sien, j'écoutais le mien, puis là, je comparais. Puis là, je disais, oh, non, l'intonation n'est pas à la bonne place. Puis là, je me réenregistrais jusqu'à temps que j'ai la bonne façon de parler. Et puis, c'est le même que j'ai appris à parler l'anglais. Donc, pendant un certain temps, dans les débuts, dans les premières années, quand je parlais au téléphone avec des gens qui connaissaient Tim, ils pensaient que c'était Tim qui l'appelait. T'avais même pris son accent, quoi. Ah, j'avais son accent, les bonnes expressions, puis tout ça. Donc, ça a passé avec le temps, parce que, à un moment donné, je disais pas de bon sens, il faut que je change ça, je peux pas être une imitation de Tim. Mais c'est comme ça. Donc, tu sais, quand tu parles d'études, quand tu parles de... Fait que tu peux t'imaginer que la formation de Tim, je l'ai maîtrisée de A à Z. Donc, tout ce qu'il enseignait, je le connaissais par cœur. Donc, je suis devenu son meilleur étudiant. Et donc, pour lui, j'étais quelqu'un qui était fier de voir évoluer, de voir avancer parce que j'ai vraiment mis en application tout ce qu'il enseignait, plus que la plupart des étudiants auraient fait. Et effectivement, l'étude, ben c'est ça. J'étais là-dessus parce que je voulais développer un business international. Donc, je m'étais dit, il faut que j'apprenne l'anglais. L'anglais va m'ouvrir des portes sur l'international. Non, mais franchement, c'est super ce que tu dis. Ça prouve ta détermination. Tu as parlé de pas mal de choses aussi. Bah, tu vois, là, il y a une amie là, qui s'appelle Sétiane qui se dit que franchement, votre live, il est tellement encourageant. Merci beaucoup. Franchement, je pense que tu lui donnes beaucoup d'énergie, de force et de montrer aussi que c'est possible. Et c'est bien ce que tu dis parce que tu vois, tu étais vraiment déterminé. Là, tu as montré justement que grâce à ces formations que tu écoutais peut-être même en voiture ou des petits podcasts, etc., eh ben, tu as appris l'anglais. Ça montre ta détermination, ton envie de réussir. Et ça, c'est top. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'on peut vraiment réussir même sans aller à l'école, même sans faire d'études. C'est vrai que bah, tous les deux, franchement, c'est bien parce qu'on a des parcours différents. Moi, pour ma part, j'ai fait des longues études, c'est vrai. Et moi, ça m'a servi parce que moi, en tout cas, j'appréciais. Et si tu veux, en fait, moi, les cours, même lorsque j'étais étudiant, j'avais déjà l'état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que chaque prof qui est intervenu, notamment à l'université, parce qu'à l'université, ce sont des professionnels qui interviennent, qui ont des entreprises, qui gèrent pas mal de choses. Et si tu veux, pour moi, chaque cours, c'était comme une masterclass. C'était vraiment une masterclass d'un prof qui va te donner des exemples, qui vont nous donner vraiment des exemples qui vivent concrètement. Et c'était vraiment pour moi un bonheur de pouvoir apprendre auprès de ces enseignants-là parce que ils m'apprenaient du concret dans ce que je voulais faire dans le marketing, dans le commerce, dans la communication, etc. Et moi, c'était vraiment des masterclass accessibles pour moi directement. Donc, j'étais déjà dans l'état d'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire que je ne me disais pas que je fais mes études pour ensuite travailler par la suite. Mais j'avais déjà de me dire, bah, ok, j'ai envie d'apprendre, d'avoir les compétences pour me débrouiller, on va dire tout seul, même si on ne réussit pas seul, mais pour pouvoir me débrouiller, avoir les outils à ma disposition. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ton parcours avec le mien et de voir qu'en fait, bah, on peut avoir différents chemins, mais arriver au même but. Et ce qui est bien également dans ce que tu as dit, parce que c'était ma question suivante, et c'est bien parce que tu en as parlé directement, c'était de savoir bah, comment vaincre l'échec. Parce que tu en as parlé, c'était très intéressant. Tu as dit qu'il y a des personnes qui font du MLM et qui, au bout de 3 mois, disent que oh, j'ai pas de résultat, j'échoue, etc. Alors que toi, justement, dans ton cas, tu as fait 16 ans, et c'est juste incroyable de dire bah, 16 ans avec des accumulations pardon, d'échecs, même si, bien sûr, il y a aussi des victoires, hein, il y a aussi des réussites. Mais comment tu fais justement pour vaincre la peur de l'échec? Comment tu fais pour avoir un mindset justement fait pour battre l'échec? Mais tu sais, il y a un peu l'aspect que j'expliquais tout à l'heure entre être confort dans notre inconfort, puis tu sais, il faut compenser parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action, il faut bouger. Il y a certains facteurs qui doivent être en place dans notre business pour avoir du succès ici, comme dans tout. Si on est dans l'immobilier, ben, il y a un pattern, il y a une façon de procéder pour créer de la réussite. Dans notre industrie, dans le marketing de réseau, c'est la même chose. Il y a certains éléments qui doivent être en place, puis de les maîtriser.
Maintenant, je pense que ça vaut la peine que je t'explique un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à avoir cet échec-là pendant aussi longtemps. Parce que ça va peut-être permettre à certaines personnes de réaliser des choses puis de savoir un peu la méthode pour renverser ça. Quand j'étais jeune, à partir du moment où j'ai lu ce fameux livre-là, quand j'avais 16 ans, j'ai découvert tout le potentiel. Puis là, j'ai décidé que j'allais démarrer ma propre compagnie de réseau avec une carte de crédit. Écoute, tout ce que j'avais en tête, c'était des choses impossibles. Ça ne pouvait pas se réaliser. Okay, voyons donc, une banque, il y a 25 ans, c'est ça, il y a même plus que 25 ans, 30 ans, une banque qui voudrait embarquer dans un système de marketing à paliers multiples, écoute, oublie ça, c'est même pas pensable. Mais je crois que parce que j'avais une conviction énorme, j'ai mis tout ce qu'il fallait en place pour le faire, puis ça s'est réalisé. Et là, à chaque fois que je voulais quelque chose, je voulais une certaine automobile, je l'ai eu. J'avais besoin d'argent parce que la banque, quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont dit « OK, on embarque dans ton projet, il faut qu'on modifie notre système informatique, ça va coûter 100 000 $, fais juste faire un virement à tel compte, va à ta banque locale, ils vont pouvoir s'occuper de ça, puis on démarre. » Je dis « OK, super, je ferme le téléphone, je célèbre, puis après ça, je me dis 100 000. Attends un petit peu, où est-ce que je trouve 100 000 à 20 ans? Donc, mais je l'ai trouvé. Puis après ça, j'avais besoin de fonds pour vraiment évoluer dans mon business. J'avais besoin de beaucoup plus d'argent. J'ai trouvé l'argent. À chaque fois que je voulais quelque chose, je l'avais. Et voici ce qui s'est produit. À ce moment-là, je revenais le soir chez moi, à la maison. Puis là, je me plaignais à Claudia. Je lui disais, c'est trop facile. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que je lis tous ces livres-là de développement personnel, de Walt Disney, de Henry Ford, de toutes ces grandes personnalités qui sont aujourd'hui des entrepreneurs reconnus puis qui ont des histoires inspirantes. Moi, j'ai rien d'inspirant. Tout ce que je veux, je l'ai. Je fais juste claquer des doigts, je fais juste y penser puis je le réalise. Puis elle dit, voyons donc, tu devrais apprécier, tu devrais être en accord avec ça. Mais je dis, c'est pas mon histoire, il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Et puis quand j'ai fermé ma compagnie de réseau, parce que ce n'était pas la direction que je voulais aller, puis j'ai joint une compagnie qui a fermé ses portes, j'ai joint une autre qui a fermé ses portes, j'en ai joint une autre, puis là, à un moment donné, là, les 16 années qui ont suivi d'échecs, tu sais ce qui est arrivé un jour? Au bout de ces 16 années-là, j'ai joint la compagnie dans laquelle je suis présentement. Et j'ai commencé à avoir du succès. Et là, j'étais au spa. On a des spas ici nordiques. Donc, on va dans la rivière froide, en plein hiver. On ressort, on sort dans le sauna chaud. Donc, ça, c'est typique ici. Donc, je suis là. On sort du spa, c'était ma fête. Et on revient à la maison, on relaxe. Puis là, Claudia, je lui demande, je dis, c'est quoi qui est arrivé avec moi? Tu te souviens quand on s'est connus, tout ce que je voulais, je l'avais. Là, ça fait des années, c'est échec après échec après échec. Elle m'a dit, comment ça, tu ne sais pas? Je sais qu'est-ce qui est arrivé. Je dis, quoi? Tu le sais. Puis pendant toutes ces années-là, tu m'as dit, c'est quoi? Fait qu'elle dit, mais Stéphane, tu te souviens pas, tu revenais à la maison, puis tu te plaignais comme quoi que c'était pas ça ton histoire. Tu voulais avoir des échecs. Tu voulais avoir une histoire inspirante. Tu l'as voulu, mais tu l'as eu. Incroyable. Pas sérieux, je dis, j'ai créé ça. Voyons non. Là, j'ai réalisé à quel point c'est fort, cette histoire-là. Là. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ben là, un peu comme dans Terminator, le film de Arnold Schwarzenegger, I'm back. Je suis de retour. Et puis c'est là vraiment là, qu'on a commencé vraiment à grimper beaucoup plus rapidement, puis ça. Mais ça a été le processus. Maintenant, qu'est-ce qui se faisait? Puis c'est là que je me suis dit, comment je faisais dans le temps pour avoir du succès? Comment je faisais pour avoir l'auto? Comment je faisais pour avoir l'argent? Comment j'ai fait pour avoir la banque qui accepte de lancer une carte de crédit avec moi en marketing de réseau? Comment je faisais? C'était quoi mon processus? Parce que là, c'est beau, là. Là, je suis là, OK, je suis de retour. Go! Go quoi, là? Je fais quoi, là? Donc là, il fallait que comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est reverse engineer. Donc, l'ingénierie inverse. Donc, renverser l'ingénierie, en tout cas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à réfléchir comment je faisais les choses. Puis mon processus, c'est simple.
c'est 4 étapes. L'étape 1, c'est l'étape où est-ce que j'ai un objectif. Et cet objectif-là, ça doit être un objectif qu'on ne se force pas à y penser. Qu'à tous les jours, c'est comme si ça nous hantait. C'est comme si on était obsédé par cette chose-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens qui écoutent ici, si vous dites, ça tous les jours, j'y pense. Est-ce que c'est d'assister aux pratiques sportives de vos enfants? Parce qu'à tous les jours, vous savez que vous allez encore la manquer. Est-ce que c'est quoi? Il y a quelque chose qui, à tous les jours, vous y rêvez. Ça, c'est la chose importante. OK? C'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Donc, un, c'est ça. L'étape 2, c'est qu'on y pense, puis on se voit en train de le faire, que c'est en train de se réaliser. Mais à cette étape-ci, ce qui va se produire, c'est qu'il y a une petite voix qui nous parle, puis qui nous dit, ben non, Stéphane, ça se peut pas. Tu peux pas réussir ça. Tu sais bien, la banque ne voudra jamais embarquer dans un système de marketing à paliers multiples. C'est impossible. Donc, cette petite voix-là parle. Et ma tâche à ce moment-là, puis c'est ça que vous devez faire, c'est que dès que la voix se met à parler, on change le sujet. Donc, si je pense à, exemple, je vais aller voir mes enfants jouer au soccer ou faire leur gymnastique comme nos enfants faisaient. Puis là, je me vois rentrer dans le gym, puis les enfants sont en train de jouer, puis là, je me dis, mais non, je ne peux pas, je travaille. Avant même, ou dès que cette voix-là parle, je change de sujet. Et puis là, je vais me dire, ah, cette lumière, pourquoi je n'ai pas allumé la lumière? J'aurais dû allumer la lumière, peut-être ça aurait fait un meilleur éclairage présentement, tu sais, pour mon live. Tu vois que là, je change sur quelque chose dans l'environnement, puis j'oublie, je laisse tomber cette vision-là. Et je vais la répéter à chaque fois. Peut-être c'est 2-3 fois par jour, peut-être que c'est à tous les quelques jours, mais à chaque fois, je vais penser à cette vision-là et dès que la voix se met à parler, je change de sujet. Pourquoi? Parce que je veux entraîner mon subconscient à taire cette voix-là. Et à un moment donné, je suis capable de penser à tout ce scénario-là. Je me vois rentrer dans le gym, mes enfants qui sont là sont en train de faire leur pratique, et là, les compétitions commencent. Et je suis en train de le vivre, mais je n'ai plus de petite voix qui me dit non, 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 Stéphane, tu ne peux pas parce que tu travailles, tu ne pourras pas être là. Il n'y a plus cette voix-là qui parle. Et la dernière étape, c'est maintenant de le vivre avec émotion. Et là, je me vois rentrer dans le gym et je suis fier parce que je suis là. Mes enfants me voient, puis ils ont presque les yeux, les larmes aux yeux parce qu'ils voient que papa, il est présent, il est là pour eux. Et là, ça vient me chercher en dedans. Puis là, je m'assois, puis je les regarde, puis je me vois debout en train de les encourager, puis crier, puis je le vis avec émotion. Et ça, quand je réussis à faire ça, je vais le faire à répétition souvent. Et éventuellement, ça va se produire. C'est sûr qu'il faut que je passe à l'action, je bouge. Mais ce qui va arriver, c'est que déjà, à la base, si mon mindset, mon subconscient est du côté énergie positive dans l'accomplissement de cette chose-là, ben les actions, ce que je fais tous les jours, toutes ces choses-là vont m'amener vers cet objectif-là. Donc ça, c'est mon processus. Donc présentement, si on a besoin de se sortir, donc c'est une longue histoire, mais je pense que ça valait la peine de comprendre tout le processus, parce que si vous utilisez ça, c'est une des plus grandes clés de la réussite. Ça se commence ici. C'est pas pour rien qu'un enfant, un jeune de 16 ans lance un business qui est presque impossible, mais parce qu'il est innocent, il ne sait pas que ça ne peut pas arriver, va le faire se réaliser. Mais ça, c'est très fort. Alors, maîtrisez ça, puis regardez votre situation présentement. Puis si tout ce que vous pensez à tous les jours, c'est « Ah, j'ai des factures, ça va pas bien, j'ai pas assez d'argent, j'aimerais ça faire plus d'argent. » Votre langage, est-ce que c'est un langage positif face à l'argent, face à la liberté, ou c'est un langage de défaite, d'insuccès? Parce que si à tous les jours, vous répétez que un jour, j'aurai l'argent, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui. Et demain, vous allez le répéter, un jour, j'aurai l'argent, donc ce ne sera pas demain. Et le jour d'après, vous allez répéter, un jour, j'aurai l'argent, donc ce ne sera pas ce jour-là. Donc, vous reportez dans le futur des choses qui devraient se réaliser maintenant. Alors, c'est important, ça commence là. Donc, il y a ça, ce processus-là, qui pour moi, c'est un processus mécanique. Parce que souvent, on voit tout le monde tu sais, comme le livre Le Secret, puis de voir, tu sais, de se voir, s'imaginer réussir, puis tout ça. C'est souvent un peu ésotérique.
c'est spirituel, c'est difficile à toucher. Mais là, je viens de vous donner un processus qui est presque palpable. On est capable on le contrôle. Puis étant un gars très analytique, j'ai besoin de ça. Donc là, vous avez un processus. Puis la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure de est-ce que notre inconfort est plus inconfortable que ce qu'on veut atteindre? Donc, la tâche plutôt qu'on a à faire. Donc, c'est ça. Donc, il faut Non, franchement, c'est magnifique et tu montres justement l'importance du mindset, de l'état d'esprit, parce que vraiment tout part de là. Et c'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu racontes et même également le processus, parce que je pense que ça va aider beaucoup de monde justement à pouvoir se projeter dans ça. Donc ça va être super intéressant. Et est-ce que aussi tu as des conseils justement pour des personnes qui n'ont pas le soutien, l'encouragement de leurs proches, ça peut être leur conjoint, leur conjointe, ça peut être aussi leurs enfants, ça peut être aussi leurs parents, leur famille, des personnes qui comptent énormément pour eux et qui ne donnent pas le soutien justement dans leur projet. Est-ce que tu as des conseils à leur donner par rapport à ça pour réussir? Peut-être quelques-uns, oui. Tu sais, il faut aussi s'évaluer. Est-ce qu'on est le genre de personne qui a souvent dit dans le passé, comme à nos résolutions du Nouvel An, qu'on ferait telle ou telle chose et qu'on ne le fait pas? Parce que ça, nos proches sont conscients de ça. Donc, si on leur dit, je veux faire ce business-là, je veux travailler dessus, dans leur tête, ils ont cette image de vous qui est, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il ne le fait pas. Il ne le complète pas. Donc ça ne vous aide pas. Alors, ce que je suggérerais, c'est déjà de vous fixer un objectif qui n'est pas un objectif de résultat, mais un objectif d'action. Donc, si, exemple, je suis avec Mounir, puis c'est un bon ami, puis Mounir ne m'encourage jamais dans mon business, je dis, écoute, Mounir, regarde, je m'engage envers toi qu'à tous les jours, je vais faire une publication sur Instagram. J'ai besoin que tu me tiennes responsable ou que tu m'encourages là-dessus, mais je vais le faire, puis je vais le faire pendant 30 jours. Et là, je le fais. Il faut que je m'assure que ce soit quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Parce que si j'ai l'habitude de publier une fois par semaine, mais peut-être une fois par jour, c'est trop. Donc, fixez-vous un objectif que vous êtes capable quand même, qui demande un peu d'effort, mais que vous êtes quand même capable de faire. Donc, je le fais. Qu'est-ce que ça fait? C'est que Mounir recommence à reprogrammer sa perception de moi. Quand Stéphane dit quelque chose, il le fait. Pas dans 30 jours, je vais avoir 10 000 followers. Ça, c'est un résultat. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'a pas le contrôle 100% là-dessus. On a le contrôle sur nos actions. Donc, avec votre entourage, c'est de vous fixer des objectifs comme ça, d'action, et de les tenir. Parce que si vous ne les tenez pas, bien là, vous vous tirez une balle dans le pied. Okay, donc, à la base, c'est ça. Puis la deuxième chose, je dirais c'est de inclure les gens qui vous entourent, qui vous sont chers, dans vos réussites ou dans vos projets. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, vous faites une vente, puis ça vous rapporte un certain revenu, au lieu de prendre tout cet argent-là puis de l'utiliser, peut-être faire un cadeau. Faire un cadeau à la personne qui vous a aidé, qui vous a soutenu. Vous lui faites un cadeau pour le remercier et dire, écoute, regarde, je n'ai pas fait encore beaucoup d'argent, mais regarde, j'ai un 100 euros. J'ai un 100 $ que j'ai fait, puis regarde, on prend un 50 là-dessus, puis on se fait une petite sortie ou je t'invite au restaurant ou quelque chose comme ça. Donc, pour en profiter ensemble. Pour que la personne ait une expérience positive des actions que vous avez faites dans votre business. Puis, l'autre chose, c'est de l'inviter à un événement. Tu sais, s'il y a des événements de la compagnie, parce que souvent, les événements, c'est là que les gens découvrent vraiment le potentiel et ce qu'on peut réaliser. On entend des histoires de succès d'un et de l'autre et c'est encourageant. Donc, moi, ce que j'ai fait à un moment donné, parce que tu peux t'imaginer qu'après 16 ans d'échecs, Claudia, à un moment donné, là, elle en avait là, du marketing de réseau. Là. Malgré qu'on a travaillé ensemble dans les débuts, puis on a, elle croyait au marketing de réseau, mais quand elle a vu pendant 16 ans que c'était échec après échec, à un moment, elle se disait, mais là, écoute, quand est-ce que ça va le faire? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un événement de la compagnie et je l'ai invité, mais je lui ai dit, regarde, c'est à Las Vegas.
on va aller là. On n'aime pas vraiment jouer là, les machines. On n'est pas des amateurs de Vegas, mais c'était un voyage. Et je lui dis, gars, est-ce que tu viendrais avec moi? Puis je te demande d'assister à la convention, mais juste un conférencier. Choisis-en un. Juste un. Tout le reste de la convention, tu viens pas, tu fais ce que tu veux, va te promener, va visiter, amuse-toi. Mais juste un. Et puis elle a accepté, elle a choisi une personne. Elle a assisté à la conférence, elle a adoré ce qu'elle a vu, puis elle a décidé de rester un petit peu plus longtemps. Je ne l'aurais pas retenue. Si elle avait voulu quitter, c'est correct. Mais de tranquillement l'impliquer. Pourquoi? Parce que là, la personne se rend compte, finalement, c'est pas une gang de fous, cette histoire-là. Là. C'est pas des lunatiques, là. C'est quand même des gens qui sont bien, je les vois réussir, ils parlent bien, il y a des gens de tous les milieux, il y a des médecins, il y a des avocats, des ingénieurs, des enseignants à l'école, des concierges, tout. Donc, juste leur faire vivre ça un petit peu. Alors moi, c'est ce que je ferais. Puis je pense déjà ça va vous redonner un peu de points. Et c'est une très bonne idée, hein. C'est vrai que d'impliquer les personnes, nos proches, dans ce qu'on fait, ça peut être une bonne chose. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est le premier conseil de dire, bah, il faut se fixer des objectifs d'action et pas de résultats. Parce que c'est vrai que sur les résultats, on n'est pas toujours maître en soi des résultats, mais au moins des actions. Mais par rapport à ça, justement, ça va être lié aussi, comment ne pas se décourager quand on fait beaucoup d'actions, on fait des choses, mais que on n'a pas de résultats. Parce qu'au final, on reste humain. On reste toujours lié à des résultats. On se dit, bah, on fait des choses, mais il n'y a pas de résultats. Donc, comment on peut faire pour garder le mindset, l'état d'esprit, de se dire que oui, là, je fais des actions, mais il n'y a pas de résultats, donc comment faire? Oui, bien, tu sais, moi, une des raisons pourquoi j'ai rejoint mon parrain, qui est aujourd'hui Tim Sells, à cette époque-là, il n'était pas impliqué à développer, il était retraité. Mais pourquoi j'ai décidé de le rejoindre et de suivre ce qu'il enseignait, c'est parce que j'avais perdu ma confiance en moi. Après 16 ans d'échec après échec, à chaque fois que j'achetais une formation, bien là, je la suivais, mais pas tout à fait à 100%. Pourquoi? Parce que je me disais, ouais, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, qui manque? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Puis c'est là qu'on se rend compte que oui, les formations, on peut en avoir des tonnes, mais à un moment donné, on a besoin de coaching. On a besoin de quelqu'un qui nous prend par la main et dit non, non, ça c'est correct. Continue. Non, ça, OK, ça change ça. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagnait. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint lui. Ça ne voulait pas dire que j'avais du succès immédiatement. Je faisais, à l'époque, c'était des appels téléphoniques. Donc, j'appelais des prospects. Alors, j'appelais des prospects, puis j'enregistrais tous mes appels. Et puis là, je lui ai envoyé. Et puis là, il pouvait me commenter là-dessus. Me dire, ben ça, regarde, prochaine fois, quelqu'un te pose cette question-là, voici qu'est-ce que tu dis. Quand tu fais ça, voici. Et souvent, ce qu'il me disait, c'est non, c'est parfait, continue. Oui, je n'ai pas de suggestion à me donner. Non, c'est bon, continue, tu vas l'avoir. Tu es sa bonne voie. Parfait. À ce moment-là, moi, je continuais. Parce que j'avais une confiance en quelqu'un que je n'avais pas en moi. Et ayant cette confiance-là en cette autre personne, ça me guidait à faire les actions que j'avais besoin de faire. Donc, si on a perdu complètement cette confiance-là, c'est ce que je recommande. Trouve quelqu'un qui est où est-ce que tu veux être et qui peut te donner ce soutien-là puis qui te guide. Parce que sinon, c'est très difficile de remonter la pente. Sinon, il faut le faire étape par étape. Dis-moi, je fais la première, puis j'ai des résultats parfaits, là, après ça, passe à l'autre, mais c'est long. Ça va beaucoup plus vite avec quelqu'un qui nous accompagne. Ah, super, franchement, c'est une très bonne. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posaient ça comme question, de se dire bah, comment faire. Et du coup, aussi, ça rejoint ce que tu disais. Comment toi, tu as fait et quel conseil tu pourrais donner pour choisir une bonne personne, un bon mentor pour t'accompagner? Parce que là, tu disais que tu écoutais beaucoup Team Sales et peut-être que c'est des choses qui t'ont aidé ensuite à le choisir comme mentor et comme parrain aussi. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui doivent choisir une personne pour les accompagner, une personne de confiance, une personne fiable pour réussir dans notre business? Bien, ça va avec les valeurs. Tu sais, c'est quoi nos valeurs personnelles? Donc, moi, je ne suis pas dans le bling-bling. Et Tim n'était pas dans le bling-bling. Il y avait une personnalité qui était quelqu'un plus analytique. Je suis analytique. Donc, tout ce qui était
oui, le développement personnel, parce que souvent on va à des événements comme ça, puis c'est faut croire en soi, puis allez-y, puis go, puis go, puis go. Donc oui, il y a cet aspect-là, mais moi, rendu où est-ce que j'étais dans ma carrière, dans mon évolution, je n'avais pas besoin de ça. Dans le sens que j'avais tous les livres de développement personnel, j'avais toutes ces choses-là. Donc, j'avais besoin de quelqu'un de plus terre à terre. Donc, c'est de choisir quelqu'un qui a un peu les mêmes valeurs que nous, qu'on aspire à atteindre ce que cette personne-là a atteint et qu'on respecte. Que ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que, je ne sais pas, dire des choses, mais qu'on voit en arrière-scène, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, c'est là qu'on peut discuter avec différentes personnes, voir comment c'est qu'ils la connaissent, puis ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est vraiment de choisir quelqu'un qui nous ressemble. Super. Ben, c'est, en plus, de toute façon, en général, on attire des personnes qui nous ressemblent. Et c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que là, tu es allé vers lui, il te ressemblait. Et surtout, tu as dit une chose qui était importante, c'est que lui, il était là où tu voulais aller. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire que lui, t'a aidé à te déplacer d'un point A à un point B. Et aujourd'hui, toi, c'est ce que tu fais aussi dans ton MLM avec tes filleuls, avec tes équipes, de les aider à aller d'un point A à un point B parce que tu es aussi inspirant. Et moi, c'est ce que j'aime en tout cas dans la transmission de connaissances, dans la transmission de mindset, d'état d'esprit. Et donc ça, c'est juste top ce que tu dis. J'ai également une autre question parce que j'ai des abonnés aussi qui reviennent souvent vers moi. Et eux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font beaucoup de formations. Ils font beaucoup de formations, ils apprennent et ils sont très intelligents. C'est cool parce qu'ils captent vraiment tout ce qu'ils apprennent et ils aiment apprendre et ils ont vraiment un grand appétit sur l'apprentissage. Mais maintenant, comment on fait quand on a beaucoup d'informations dans la tête, quand on a beaucoup de formations aussi, et comment on fait pour passer à l'action? Parce que des fois, on a peur de passer à l'action et de faire le premier pas. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Ben, tu sais, ça a été mon cas pendant ces 16 années-là que j'avais échec après échec parce que je suivais beaucoup de formations. Puis à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je me rendais compte à quel point je ne connaissais pas tout ce que je devais connaître. Je me disais, j'ai suivi une formation puis je me disais, bon, c'est bien, mais c'est quoi que je ne sais pas que je devrais savoir? Et ça me bloquait parce que à chaque fois, je me disais, bon, là, c'est beau, là, je fais ça, mais j'ai besoin d'apprendre à faire des bons emails. Parfait, j'écris des bons emails. Là, c'est beau, là, j'ai des bons emails, mais est-ce que ma page de conversion, elle est bonne? Ah, il faut que je fasse une bonne page de conversion. Je donne une page de conversion. OK, c'est beau, mais dans ma page de conversion, j'ai besoin d'une vidéo. Il faut que je devienne bon en vidéo. OK, fait que là, je fais une vidéo. Mais là, maintenant, en vidéo, c'est beau, là, mais il faut que j'aille les bons, les bons appels à l'action, les bons... Écoute, ça finissait plus. Il y avait toujours quelque chose que je pensais qu'il me manquait. Donc c'est d'en être conscient qu'on est rendu là. Et c'est là que ce que je disais justement, qui est le coaching qui rentre en ligne de compte. Parce que le coaching, c'est quelqu'un qui nous prend par la main puis qui nous dit « Fais ça ». Non, laisse-toi pas distraire par ça. Ça, c'est pas important. Là, c'est ça qu'il faut que tu te concentres à faire. Vas-y, fais-le. Et si on a confiance dans cette personne-là, ben ça, c'est important, parce que sinon, on va remettre en question ce que la personne nous dit de faire. Hein? Fait qu'il faut avoir cette confiance-là. Et c'est à ce moment-là que là, ben, on se met à passer à l'action. Par soi-même, il y a différentes choses qui peuvent arriver qui vont faire qu'on va passer à l'action. J'ai déjà parlé des 4 niveaux de motivation, mais tu sais, il y en a un, entre autres, c'est qu'on a besoin d'un défi. On a besoin de quelque chose qui va nous motiver à passer à l'action. Ça peut être aussi qu'on se met dans un environnement plus grand que où est-ce qu'on est. Donc ça, c'est des fois où est-ce qu'on est à un point où on a un peu saturé. On ne progresse plus. Et puis là, on veut avancer, mais on est bloqué, puis on est confortable. Les choses vont bien. Croyez-le ou non, ça risque de vous arriver un jour. Et puis vous arrivez là, bien là, vous avez besoin de vous mettre dans un environnement où est-ce qu'il y a des gens qui réussissent plus que vous, qui sont plus avancés. Et quand vous les voyez faire, puis vous voyez ce qu'ils accomplissent, vous réalisez que je la joue petite. Mon jeu, là, je le joue très petit. Là. Et ça peut nous inspirer à passer à l'action. Ou des fois, c'est qu'on a le dos à côté au mur, puis on n'a pas le choix. Il faut qu'on passe à l'action. Ça revient à notre zone de confort. Donc, il y a tous ces différents facteurs-là. Donc, ça, c'est tous des facteurs que par nous, on peut gérer, qui peuvent se produire dans notre vie, qui va faire qu'on va passer à l'action. Mais le facteur qui peut déclencher, c'est le coaching. Ah, super.
Bah, franchement, c'est vrai que c'est important, une personne qui peut t'accompagner parce que comme il sait par où lui il est passé, il pourra vraiment bien te guider pour justement ne pas t'éparpiller et rester focus sur ton business et comment tu dois avancer. Et ça, c'est Ben, tu sais, super important. puis c'est ce qui est difficile, puis c'est ça que je trouve difficile dans le domaine traditionnel, c'est de trouver un coach que je ne vais pas questionner. Hmm. Parce que souvent, le coach n'est pas nécessairement quelqu'un qui a réussi où est-ce que moi je veux réussir. Ou il a peut-être réussi, mais qui est plus en train de faire le métier que moi je veux atteindre. Et donc, s'il a changé de carrière, pourquoi il a changé de carrière? Moi, si je ne m'en vais pas dans cette direction-là, je ne vais pas devenir un coach. Donc, un des plus difficiles points, c'est ça. Mais Hmm. en marketing de réseau, c'est ce que j'aime. C'est que souvent, notre coach, c'est dans notre upline. C'est quelqu'un qu'on aspire à devenir, qui est déjà sur le terrain, qui fait ce qu'on veut faire, qui a atteint ce qu'on veut. Donc, selon moi, il y a une crédibilité un peu plus grande, il y a un poids plus fort sur moi, puis mes raisons de passer à l'action, parce que je la regarde, la personne, puis je me dis, c'est ce qu'elle fait, c'est ce que je veux faire, puis c'est là où est-ce qu'elle est rendue que je veux me rendre. Donc, ça me pousse à passer à l'action. Ben ça, c'est super. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime aussi, comme tu l'as dit, dans le MLM, dans le marketing de réseau, c'est que euh, la personne, elle est déjà aussi très inspirante. Elle va t'aider parce que aussi, ça, c'est important pour elle que tu réussisses, parce qu'elle est dans ton équipe aussi. Et donc ça, Ouais. c'est quelque chose qui est bien et qu'on ne retrouve pas, comme tu l'as dit, dans les schémas traditionnels d'entrepreneuriat classique. Et ce qui est vraiment propre au MLM et que je trouve justement de très bien. Et quand justement, on a des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes principes. Et comme je suis un peu comme toi et Team Sales, hein, du coup, je suis vraiment pas bling bling. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime rester simple par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs aussi. Et donc, c'est bien, en tout cas, d'avoir des personnes de son entourage qui nous ressemblent et qui nous poussent aussi à réussir. Et la question que j'avais aussi, tu as parlé de toi, des fois, on se voit petit quand on voit vraiment on a réussi, mais on voit d'autres personnes qui réalisent des grandes choses. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce que toi, maintenant, aujourd'hui, à l'étape où tu es, tu as accompli pas mal de choses, est-ce que ça t'arrive des fois de regarder en arrière, de repenser au petit Stéphane, de là où il était, et surtout de voir aussi, d'être content d'être là où tu es, par rapport aussi à d'autres personnes qui débutent, qui démarrent et d'être reconnaissant. Est-ce que tu as aussi cette reconnaissance-là? Parce que c'est bien de regarder devant, mais est-ce que des fois tu te retournes un peu et tu te regardes derrière pour voir un peu ce que tu as accompli et comparer aussi par rapport aux autres? Je pense que c'est la plus grande récompense de réussite. C'est la fierté qu'on a envers nous-mêmes. Tu sais, Hmm. on a beau dire, bon, moi, je suis pas égocentrique, mais je pense qu'on l'est tous. Tu sais, même quelqu'un qui dit, je te donne à des œuvres de charité, mais c'est parce que ça la fait se sentir bien, cette personne-là. Hmm. Donc, elle le fait aussi pour elle-même. Donc, il y a un degré d'égocentricité, si on peut dire, qui est là, qui était tout le temps existant. Euh, mais cette fierté-là, effectivement, elle est là. Euh, Puis il y a un moment où est-ce qu'on a le syndrome de l'imposteur. Où est-ce que, Ah. ben, voyons, hey, est-ce que moi, on me demande à parler ça en avant? Il y en a d'autres qui ont accompli plus, puis on regarde les autres, puis on a l'impression qu'on fait plus. Puis ce qu'on va se rendre compte avec le temps, en côtoyant d'autres leaders, d'autres gens qui ont atteint des niveaux, on va se rendre compte que finalement, ils ne sont pas si extraordinaires que ça. Tu sais, c'est là qu'on évalue puis qu'on voit, puis c'est avec le temps, ça prend du temps parce qu'à un moment donné, on les voit eux-mêmes faire des erreurs. Tu sais, j'en avais des gros leaders. On a eu une, entre autres, que j'ai dans la tête, une grande leader qui m'avait dépassé dans mon propre réseau, qui avait atteint des niveaux plus élevés. Et puis moi, je la voyais comme, ouf, là, elle me demande de venir parler à son équipe. Je dis, je suis qui, moi, pour venir dire à son équipe quoi faire quand elle a défoncé mes propres chiffres? Voyons donc. Mais je l'ai fait. J'ai passé par-dessus. Je n'avais pas le choix. Il fallait que j'y aille. Je l'ai fait. Puis par après, ben, cette personne-là a rencontré des difficultés. Puis elle n'a pas été capable de les surmonter, alors que moi, j'ai surmonté ces difficultés-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, tous les grands leaders, la plupart, bon, oui, ils ont peut-être un point, deux points qui sont
meilleurs, qui sont vraiment bien comparés à peut-être moi, mais par contre, il y a beaucoup d'autres choses que moi, je suis bien meilleur que eux. Donc, c'est là que le syndrome de l'imposteur, il fait son chemin. Avec le temps, on se rend compte que finalement, j'ai ma place, je sais ce que je fais, je ne suis pas tout le temps en contrôle, puis tout ça, mais les autres non plus. Donc, il y a ce chemin-là. Puis à un moment donné, c'est là qu'on devient fier de ce qu'on a accompli. Puis la fierté, c'est drôle, hein, tu sais, on parle de bling-bling, mais tu sais, moi, malgré que j'aime pas faire le flash, j'aime les belles choses, les bonnes choses. Bien sûr. Un bon restaurant, un bon repas, une bonne auto, très bonne auto. J'ai eu une auto sport, puis je m'en suis débarrassé finalement. Là, c'était pas où est-ce que j'habite en montagne, c'était pas la place. C'était compliqué. Mais j'ai eu ces choses-là, puis tu sais, les hôtels 5 étoiles, puis profiter, j'aime bien ça, mais tu sais, c'est pas ce que je mets dans la... Tu sais, c'est pas mes valeurs que je mets en avant, puis dire, regardez ce que vous pouvez faire, tu sais, c'est pas ça. Puis là, j'ai perdu mon... J'étais en train de parler de quoi déjà? Tu disais... Alors, je vais aussi essayer de me rappeler parce que je suis directement ce que tu disais. Mais c'était aussi le syndrome de l'imposteur. Tu parlais du syndrome de l'imposteur aussi. Oui. Donc, voilà, c'est un peu... je sais pas si tu as retrouvé un peu. C'est qu'à un moment donné, on atteint cette fierté-là. Ouais. C'est pas les choses, c'est ça. C'est pas les grandes choses comme l'auto. L'auto, c'est bien, là. On l'achète, on l'a, elle est dans la cour. C'est drôle, on est dans la maison, puis là, tout à coup, on s'en va dans la cuisine, on regarde par la fenêtre de l'auto. Ah, elle est belle, hein, wow! Là, faudrait bien que j'aille faire les courses, tiens. L'auto. Mais au bout d'un mois, ça a passé. Hein, c'est comme le nouveau cellulaire, le nouveau téléphone portable. Mais là, on veut changer, on veut la nouvelle version. Ben oui, forcément. Mais après un certain temps, le gars, là, la version que j'ai présentement dans les mains, je suis plus emballé. J'ai pas hâte de prendre mon téléphone. Donc, ces choses-là matérialistes, si on peut dire, à un moment donné, ça passe. Mais c'est les petites choses de tous les jours qui font une énorme différence. Puis je donne un exemple, je me souviens, je marchais sur la rue. On s'en allait en direction de la crèmerie, où est-ce qu'on fait la crème glacée, la glace, les glaces. On appelle ça la crème glacée. Yes. Donc, on se dirigeait vers là, puis Claudia me dit, on va aller acheter une glace, une crème glacée pour les enfants. Puis là, dans ma tête, là, je le calcule. Parce que là, je sais que dans le compte de banque, on a à peine assez pour l'acheter. Puis je sais que la paye que je vais me transférer de ma business, elle arrive telle journée, donc je n'ai pas d'argent trop, puis là, je suis stressé. Puis on arrive là-bas, puis on achète, mais moi, j'en prends pas, parce que je sais que ça risque de pas passer. Mais toutes ces choses-là, c'est des petites choses qu'on vit à tous les jours. La facture qui arrive par la poste, l'enfant qui a besoin de quelque chose, là, il faut que je ramasse quelque chose à l'épicerie parce qu'on n'a pas assez, puis là, il faut que j'aille mettre de l'essence. Là, c'est beau mettre de l'essence, mais est-ce que je mets le plein? Ou je mets juste assez pour ce qui me reste dans mon compte bancaire. Ça, c'est des choses stressantes de tous les jours que quand on atteint la réussite, quand on atteint le niveau où est-ce qu'on est passé par-dessus ça, les journées se déroulent différemment. On est fiers. On marche, puis on se dit, les enfants veulent aller pour une crème glacée, une glace, parfait, on y va. C'est même pas un problème. Moi, je peux en prendre. Puis je peux rajouter l'extra si je veux. C'est même plus des choses qu'on réfléchit. Fait que je te dirais que oui, le niveau de fierté, d'accomplissement sur des petites choses de notre vie de tous les jours, mais après ça, c'est la fierté de voir nos équipes avancer, de voir des gens qui ont mis les efforts comme nous, puis qui ont persévéré, puis qui ont passé à travers ces difficultés-là. Ça, c'est tellement une belle récompense. C'est la personne qu'on devient dans le processus qui est la plus grande récompense de ce business-là. Non, mais tout à fait, hein. Franchement, c'est la réussite des autres qui nous fait plaisir. Et en fait, comme tu as dit, c'est des moments du quotidien qui sont, qu'on pense anodines, mais qui sont tellement essentiels parce que c'est des souvenirs. C'est des moments forts, c'est des moments partagés qu'on apprécie. Mais comme tu dis, hein, les biens matériels, au fur et à mesure du temps, ok, on les a, mais après, ça perd un peu de valeur à nos yeux. C'est vraiment, là, ici, un syndrome de l'objet brillant. C'est vraiment quelque chose qui brille et on est attiré par ça parce qu'on le veut, etc. Mais en tout cas, c'est très bien que tu aies parlé du syndrome de l'imposteur, hein. Franchement, c'était une bonne chose aussi. Et là, il y a aussi un autre sujet sur lequel je voulais également te ramener, c'est-à-dire, je vais te parler de tout ce qui est notamment burn-out, tout ce qui est travail dans l'excès.
parce que toi, qu'est-ce que tu penses également de l'importance de prendre des pauses, de souffler et comment éviter justement d'être surchargé de travail, de trop travailler jusqu'à arriver au burn-out? Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi dans le MLM, c'est que comme des fois, on peut voir des plans de rémunération, on peut voir pas mal de personnes réussir, comme tu dis aussi, des conférences, des événements où des personnes qui vont te parler de mindset, de dev perso, ça va te booster à tel point que des fois, eh ben, ton état d'esprit il change et tu arrives justement à ne plus trop dormir, à trop travailler, à ne plus trop manger, à délaisser aussi ta famille, à délaisser tes proches, parce que tu es à fond dans ce que tu fais, tu es obnubilé par ton objectif, et ça peut un moment casser et justement te mener au burn-out. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as des conseils justement à donner par rapport à ça? Euh, je pense pas que ça m'est arrivé, le burn-out. Puis je dis je pense pas parce que, bon, j'ai pas été diagnostiqué, mais est-ce que j'ai eu des périodes dans ma vie que j'étais découragé? Oui, euh, mais pas le burn-out. Selon moi, j'ai pas vécu ça. Mm. Mais pour moi, que ce soit le découragement ou l'extrême, qu'on arrive au burn-out, c'est souvent connecté à un manque d'espoir. Parce que si on a l'espoir, le burn-out n'existe pas. Puis souvent, le burn-out, c'est qu'on est dans une situation où on ne se voit pas sortir de là. On est pris. On se coule. Ça ne va pas bien. Donc, si on a cet espoir-là, puis malgré que des fois, puis c'est là que je te dis que peut-être que je l'ai été dans cette situation-là, mais je ne peux pas dire, c'est on travaille, puis ça n'aboutit pas. Puis ça, je l'ai vécu dans ces années-là où est-ce que j'ai mis beaucoup d'efforts. Et puis là, il y a la famille, ma conjointe, les activités qu'on faisait avant puis qu'on ne faisait plus. Donc, j'étais pris dans une routine qui était très énergivore. Et c'est là que j'ai eu un moment où est-ce que j'ai justement consulté Tim. Puis j'ai dit, regarde, je suis obsédé continuellement, c'est business, mais ça prend du temps avant que ça lève de terre, avant qu'il se passe des choses. Puis je néglige mon temps avec Claudia. Qu'est-ce que je devrais faire? Puis c'est là qu'il m'a dit, ben regarde, déjà, première chose, est-ce que vous faites une sortie ou quelque chose une fois par semaine? Je dis non, ça c'est fini. Mais il dit là, vous devriez réintégrer ça. Une fois par semaine, c'est votre date night, votre soirée ou votre journée que vous êtes ensemble, juste les deux. Puis nous, c'était le soir, c'était ça. Donc, le soir, le jeudi soir, c'était notre date night. Où est-ce que, oublie le téléphone, si on l'a avec nous, c'est par urgence, mais il est dans les poches, il est serré, on ne touche pas. C'est juste les deux ensemble. Pas besoin de dépenser une fortune. Ça peut être juste qu'on s'en va se promener, on prend une marche, puis on va faire des choses. On va peut-être au restaurant ou au cinéma ou peu importe, mais on fait quelque chose ensemble. C'est notre soirée. Puis c'était rendu un point où est-ce que à toutes les semaines, on dirait qu'on vivait pour cette journée-là, pour cette soirée-là. On avait hâte d'arriver à notre jeudi soir. Donc, ça, c'est des choses importantes qu'on doit se mettre des barèmes et dire, regarde, même le temps avec les enfants, moi, quand je revenais de travailler, j'étais épuisé. Les enfants voulaient jouer, j'étais fatigué, mais je me disais jusqu'à 8 heures le soir, 20 heures, c'était l'heure qu'ils se couchaient, elles se couchaient. Donc, moi, j'étais avec les enfants. Je ne travaillais pas, je ne faisais pas d'autre chose. Dès que je revenais de mon travail, c'était les enfants. Puis là, c'était du temps de qualité. C'était pas du temps où est-ce que, bon, j'étais avec eux, mais tu sais, je fais plein d'autres choses. Non. Je suis arrêté, mobilisé pour elles. Même que je te dirais que j'essaie de vivre des expériences. C'est-à-dire que, bon, on prend nos vélos et on s'en va faire une randonnée. Ou bien, un soir, je me souviens, je vais donner un exemple, il est tard, il est peut-être 11 heures le soir, il fait noir dehors, bien entendu. Je m'en vais voir les filles, puis je les réveille. Je dis, hey, est-ce que vous venez, on va aller se baigner au lac? Quoi? Oui. Puis là, on part, on s'en va au lac, il fait noir, il n'y a pas de bruit. Écoute, on est un petit village, c'est quand tu es en pleine montagne. Puis là, on s'en va au lac. Puis là, tu as la lune qui reflète sur le lac. Wow. Puis là, on va se baigner dans le lac. Les enfants sont là, puis c'est comme, oh, c'est extraordinaire. Mais ils s'en souviennent, c'est tout petit, puis ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Ça, c'est des moments beaucoup plus importants que d'être assis à regarder une émission de télévision ensemble. C'est des expériences de vie. Fait que j'essaie de vivre ces moments-là avec les filles.
notre soirée avec Claudia et puis l'histoire de l'espoir dans mon business, c'est là que, tu sais, des fois, ça peut être décourageant de voir d'autres qui réussissent, puis surtout que quand toi, ça fait longtemps que tu es dans le business, puis les autres vont en avant sur le podium, puis ils ont réussi, puis ils ont eu du succès, puis toi, tu es encore là à végéter, puis tu ne produis pas de résultat. Mais tu sais, il y a un processus d'évolution. C'est là que le coaching rentre en ligne de compte, puis ça nous donne un espoir parce que quand on l'a perdu, on a besoin de le retrouver, puis quand quelqu'un nous guide, puis qu'on passe à l'action, parce que ça, c'est l'autre chose. C'est beau d'avoir le coach, mais si on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire, bien là, encore une fois, fait que ça nous prend des petites actions, des choses c'est là l'importance des objectifs. On arrive là, à chaque fois on arrive en début d'année, là, on se fixe nos objectifs de l'année. Puis ça, c'est un gros problème parce que souvent, on va se fixer un objectif qui est beaucoup trop grand. On devrait se fixer un objectif qu'on va atteindre dans le premier mois, puis qu'on est capable, puis qu'on va y tenir. Puis encore une fois, un objectif d'action, pas un objectif de résultat. Tout à fait. Donc, si on fait ça, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce notre confiance en nous qu'on a perdu. Puis ça nous donne plus d'espoir parce que là, on se dit, OK, je me suis fixé un objectif, je l'ai fait, je l'ai tenu. OK, là, j'en fixe un autre. On le fait, on le tient. Parfait, j'en fixe un autre. Puis là, à un moment donné, je deviens la machine à produire des choses. Et là, notre confiance en nous reprend et l'espoir revient parce qu'on se dit, ça y est, là, les choses vont arriver. Donc, Non, franchement, c'est magnifique ce que tu as dit, c'est très beau. Et justement, c'est vraiment ce genre de choses que je pense important d'écouter parce que c'est vraiment de pas négliger sa vie avec ses proches, avec sa famille, parce que ça fait partie aussi de notre vie. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, j'en vois aussi dans le MLM, hein, des personnes qui vont beaucoup travailler, qui vont être obnubilées par ça, par le MLM, par le fait de recruter, et qui même justement lors de moments en famille ou lors de, par exemple, de mariage ou d'événements, eh bien, ils voient un peu toute leur famille, tous leurs amis comme, entre guillemets, des proies qu'ils voudront parrainer, recruter parce qu'ils souhaitent développer leur MLM, parler de leurs produits. Et c'est-à-dire qu'ensuite, ils deviennent un peu persona non grata, c'est-à-dire des personnes qu'on ne veut plus inviter nulle part parce qu'on sait qu'à chaque fois, lorsqu'on les voit dans des événements, lorsqu'on est dans la famille, ils vont parler que de ça, que de ça, que de ça. Et ça, c'est vraiment triste, c'est dommage de vivre ça, plutôt que de vivre vraiment le moment, le mariage, l'anniversaire, ou bien peu importe l'événement, de le vivre pleinement avec sa famille. Et c'est pour ça que moi, je te parle de ça, parce que je sais qu'il y en a aussi qui le vivent. Il faut faire attention à ça, parce que ça peut justement nous écarter de notre famille. Les gens vont plus nous inviter, on devient vraiment persona non grata. Dès qu'on est sur un trottoir, on change de trottoir parce qu'on sait que l'autre, il va nous parler de ça. Et ça, c'est un peu dommage, c'est un peu triste parce que c'est important pour moi de mettre l'humain, de mettre l'éthique au sens de notre business, quel que soit le business, qu'on fasse du MLM ou pas, mais de mettre l'humain, l'éthique. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en face de nous, on a des êtres humains. On a des êtres humains qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui ont un cœur, qui ont des émotions, qui ont vécu des choses. Et donc, c'est important de les considérer par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leur vécu, leur expérience. Et donc, c'est un peu ça en soi que je voulais également transmettre comme message aussi dans ce live-là, parce que je trouve que c'est également important. Donc, en tout cas, c'est bien, on a parlé pas mal de choses, d'échecs, etc. Maintenant, ce que je voulais savoir juste, hein, là, on arrive un peu sur la fin aussi, c'est de savoir comment on fait également pour gérer le regard des autres. Parce que en fait, c'est que ce soit la famille ou pas, mais des fois le regard des autres, ça peut être difficile d'être jugé, d'avancer par rapport au regard des autres. Comment on fait pour justement ne pas être dépendant soit du regard des autres. Tu sais, moi, là je parle de moi personnellement, c'est peut-être différent pour chacun, mais moi, ça a tout le temps été que je voulais, si on peut dire, si je savais que quelqu'un était négatif ou qu'il avait une perception peut-être négative de ce que je fais, c'était un peu comme un défi ou une revanche. Je vais leur prouver. Ouais. Je vais leur prouver que je vais le faire. Puis, tu sais, tu parlais justement de rencontrer la famille, puis tout ça, mais tu sais, au début, j'essayais d'approcher la famille, n'étais pas intéressé, mais certains. Plusieurs n'étaient pas intéressés. Il y en a quelques-uns, oui, mais la plupart, non. Et puis là, à chaque fois que je les voyais,
ben, il me demandait, puis comment ça va ton business? Fait que là, puis souvent, c'était un peu une manière négative de me le demander. C'était, puis ton affaire, ça avance-tu? Tu dois faire bien Ah, d'argent, je vois ce que ça. tu veux dire, ouais. Ouais. Et puis là, je disais, oui, oui, ça avance. Puis là, je changeais de sujet. Je faisais juste changer de sujet. Parce que je me disais, un jour, je vais leur prouver. Puis après ça, c'est eux qui vont me courir après. Mm. Et c'est vrai qu'un jour, je leur ai prouvé, mais c'est pas vrai qu'ils me couraient après. Mais l'idée, c'est qu'un jour, à un moment donné, ils ont vu que, écoute, Stéphane, il voyage, il y a des équipes partout, il parle sur le stage, ils ont bien vu. Là. Fait que c'est sûr que quand ils me voyaient, ils disaient, hey, puis ça bouge tes affaires. Je dis, ah oui, ça bouge bien, ça bouge bien. Puis toi, qu'est-ce qui se passe de bon ces temps-ci? Change de sujet encore. Ouais. Puis là, ça, c'est devenu ma fierté. Mm. Parce que je me disais, tiens, là, ils ont le goût de savoir. Là. Dans le temps, ils voulaient juste me montrer que ça ne fonctionne pas, mon affaire. Mais là, ils veulent savoir comment ça fonctionne. C'est quoi qui se passe? Fait que là, je leur enlevais ce cadeau-là Mm. qu'ils voulaient s'offrir de curiosité. Non, j'ai pas besoin des autres maintenant. Trop tard. Ah, Quand j'avais besoin des autres, ils n'étaient pas là. Ben là, c'est tant pis. C'est fini. Donc c'est ça. Fait que c'est un petit peu une revanche. Mais le regard des autres, ben, tu sais, c'est peut-être aussi maintenant que je vois comment les gens réagissent que je me rends compte que finalement, ça ne sert à rien. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par eux-mêmes qu'ils ne sont mm. envers nous. Mm. On rencontre quelqu'un et on se dit, regarde, on s'en va à une soirée, mais là, c'est comment est-ce qu'on s'habille, qu'est-ce qu'on va avoir de l'air, puis tout ça. C'est ça. Quand on arrive là-bas, à quoi qu'on pense? Comment est-ce que l'autre est habillé? Non, comment est-ce qu'elle me perçoit? Ouais, Donc, les gens, ils pensent à eux beaucoup plus qu'ils pensent à nous. tout à fait. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de se soucier? Non, qu'on s'occupe de nos choses, qu'on avance. De toute façon, même si les choses ne vont pas bien pour nous, C'est vrai. sur le coup, ils vont dire, ah, je le savais que ça ne marcherait pas, puis tout ça. Mais dès qu'ils reviennent à la maison, là, eux, ils sont dans leur routine, puis ils nous ont oubliés. C'est vrai. C'est fini. C'est vrai. Non, mais c'est cool. Franchement, merci pour ce petit conseil-là. Il y a Alima qui vient d'arriver. Elle nous fait un petit coucou. Elle est très contente de te voir. C'est vrai qu'elle aime beaucoup. Bah, tu sais, on est tous aussi de la même équipe aussi. Et elle te fait un petit coucou, Alima. Salut, Alima également. Elle aime beaucoup ce Allô, que tu allô. fais. C'est vraiment top. Je suis très content et merci pour ce conseil-là. Parce que c'est vrai que c'est vrai que des fois on est un peu dépendant du regard des autres, du jugement, qu'est-ce que l'autre va penser. Et ça c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent un peu alors toi qu'est-ce que tu deviens maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant, juste justement pour se comparer un petit Ouais. peu à leur vie par rapport à eux. Et donc vraiment c'est pour ça restez focus sur ce que vous faites, vous savez où vous souhaitez aller, mettre justement les objectifs sur vos actions comme tu l'as dit. Et ça c'est très bien. Là on arrive juste sur la. Tu sais, Ouais, juste un point là-dessus, Mounir, dans le fond, c'est souvent ce qui va arriver, c'est que dans tes débuts, tu commences, tu travailles, tu mets des efforts, tu n'as pas trop de succès. Fait que les gens autour de toi vont dire, vas-y, tu es capable, continue Stéphane, tu vas réussir, ils exactement. t'encouragent. Puis là, à un moment donné, là, tu réussis. Les gens vont t'encourager jusqu'au jour où que tu les dépasses. Tout à fait. Parce que le jour que tu les dépasses, qu'est-ce qui arrive? Ah, regarde la grande grosse tête là, qui se pointe un matin C'est ça. avec son gros char, avec son auto. Hein, là, tout à coup, ils te prennent comme bon, il ne nous parle plus, là, on n'est plus dans sa gang. Là, hein, lui, Là, mais là, c'est il tout passe à des fait petits ça. messages de jalousie. Non, mais c'est tout à fait ça. Dès lors que tu dépasses en soi la personne, en fait, elle va t'encourager jusqu'au moment où tu la dépasses et après, justement, elle va être un petit peu jalouse. Mais après, voilà, moi, je me dis que c'est des fois l'être humain. Certains êtres humains sont comme ça. Faut vivre avec. Maintenant, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Mais tant Mais c'est la qu'on. beauté de notre business. Parce que si moi je réussis, puis toi tu réussis, puis ça grimpe, Exactement. tu sais quoi, on s'encourage, puis on est fiers de voir les autres réussir. C'est ça qui est bien justement dans le MLM. C'est-à-dire que là, justement, si toi tu réussis, si je vois que mes équipes réussissent, avancent, ben, je suis fier, je suis content parce que je sais que si elle réussit, moi aussi je réussis. Et ça, c'est ce qu'il y a de bien justement dans le MLM. C'est pour ça que moi j'aime encourager aussi mes équipes à passer le pas, à faire des actions, à faire des choses parce que je sais qu'elles peuvent le faire. Je sais qu'elles ont du potentiel. Et en tout cas, je fais tout pour qu'elles puissent réussir. Et ça, c'est vraiment top justement d'avoir cet état d'esprit-là qu'on retrouve justement, je pense, uniquement dans le MLM.
hein, je pense, hein, qu'on retrouve peut-être pas dans l'entrepreneuriat classique, même si on peut avoir des mentors, des personnes qui nous encouragent, qui sont contentes, mais c'est une autre sensation. Dans le MLM, je pense que c'est une autre sensation qu'on peut retrouver. Et la question aussi que j'avais, c'est voilà, ça vient aussi sur les dernières questions, c'est comment on fait pour gérer le succès. Voilà, on a du succès, on réussit, que ce soit au niveau professionnel, parce qu'on peut des fois avoir beaucoup de revenus, et ça c'est cool, on gagne, etc. Comment justement ne pas être trop dépensier, être dans le futile. Toi, tu parles aussi de valeur, du fait de d'être fier de toi, te regarder dans une glace, etc. Mais aussi par rapport à notre famille, à nos proches. Comment ne pas changer, de ne pas être une autre personne. Parce que là, c'est beau, tu disais, ça faisait, j'ai oublié le nom, mais ça fait très longtemps que tu es marié aussi avec Claudia. Et de se dire, est-ce que tu es toujours la même personne que tu étais lorsque tu l'as rencontrée, et pareil pour elle aussi, vice-versa, que tu es maintenant? Alors bien sûr, on évolue, on change, parce qu'il y a l'âge, bien sûr, on évolue, mais comment faire pour gérer le succès? C'est vraiment ma question. Ouais, ben, tu sais, il y a une phrase que j'ai déjà entendue, tu sais, qui dit qu'on devient plus ce qu'on est déjà. Donc, nos valeurs, ben, c'est juste, ça s'amplifie ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je dis, comme souvent, les gens, tu sais, nous voient aller, puis ça ne nous prend pas à la tête. Mais il y a aussi le fait que quand on a réussi notre parcours, si ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ben, on reconnaît que c'était pas facile. Puis ça veut dire qu'il y en a d'autres que même s'ils ne sont pas au niveau où est-ce qu'on est, ils ont la capacité de le faire, puis ils peuvent faire plus que nous. Donc, ça nous remet un peu sur terre. Dans le sens que, regarde, c'est beau que j'ai réussi, là, mais Mounir peut réussir autant, sinon plus que moi. Puis le voisin, la même chose, là. Donc, pourquoi je me prendrais la tête quand je sais très bien que tout le monde peut le faire? Ils ne le feront pas tous. Ils ne le feront pas tous, mais ils peuvent le faire. Donc, est-ce que je peux me péter les bretelles, comme on dit ici, puis dire que regardez-moi comment je suis fantastique, comment je suis bien, comment j'ai... Écoute bien, là. Je le sais, le parcours que j'ai dû vivre pour me rendre là. Donc, je pense que c'est de se rappeler ce parcours-là quand on l'a atteint, et puis de se dire comment je fais pour inspirer les gens, parce que je pense qu'un des plus grands bénéfices, entre autres, dans notre business, quand on a la réussite, c'est d'aider d'autres personnes. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on atteint un point où est-ce que c'est beau, là, on a la maison qu'on veut, on a l'auto qu'on veut, on a les voyages qu'on veut, on a le temps qu'on veut avec notre famille, mais là, on a l'impression qu'on veut donner, on veut redonner aux autres. Et c'est là que si on est sur un piédestal puis qu'on est au-dessus de tout le monde, on n'aide pas les gens parce que les gens ne s'identifient pas à nous. Et donc, on nous suit peut-être un peu moins, surtout s'ils ne se sentent pas capables de faire ce qu'on a fait. Donc, c'est important de rester à un niveau. C'est ça. Franchement, c'est beau ce que tu dis parce qu'en fait, je le ressens parce que moi aussi, je suis également formateur. Donc, je donne des cours en marketing digital de niveau bac à bac plus 5. Et c'est vrai que j'ai ce besoin même aussi de transmettre mes connaissances en marketing. Et c'est vrai que moi, quand je fais mes cours, en tout cas, je suis très impliqué. J'aime donner des exemples, faire participer mes élèves, etc. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir, et c'est là, en fait, ça vaut tous les cadeaux en soi. C'est quand à la fin du cours, tu as des élèves qui viennent te voir pour dire franchement, le cours, j'ai adoré, c'était tellement bien, j'ai jamais vu un cours comme ça, etc. Donc ça fait plaisir parce qu'en fait, on sait qu'on donne tout justement pour que les personnes puissent réussir. Et comme tu as dit aussi, hein, l'entrepreneuriat de façon générale, hein, c'est vrai que, comme on dit, tout le monde peut faire du MLM, mais le MLM n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pareil aussi pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour tous. Et c'est pour ça que c'est important de respecter en soi les vies de chacun et de ne pas vouloir faire en sorte que tout le monde fasse ce qu'on fait. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et aussi de montrer que on peut faire la même chose, mais en ayant des parcours différents. Comme toi et moi aussi par rapport à nos études ou autres. Mais au final, on se rejoint, on va dire, dans la même chose, dans le même état d'esprit, dans le MLM, etc. Et c'est ça qui est très intéressant de voir. C'est-à-dire que chacun peut avoir son parcours. C'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire ça. Et aussi de dire que l'autre chose qui est importante,
Et ce que tu disais par rapport à tous les moments de vie que tu as vécu avec ta famille, avec tes filles, avec ta femme, c'est que pour moi, la vie, c'est un cadeau. C'est-à-dire que la vie, c'est un cadeau et c'est important de profiter de tous ces moments-là de vie, de présent, de toutes ces choses-là, parce que c'est ce qui, justement, nous rend heureux et nous pousse aussi à avancer. Et donc, moi, c'est ce que je vois, en fait, franchement, quand tu me décris justement les scènes que tu as pu vivre avec tes enfants, ben, je les vois et c'est tellement beau, c'est tellement magnifique qu'ensuite, on a envie, nous aussi, de vivre aussi ces moments-là. Donc, c'est juste top, Ouais, quoi. Et absolument. voilà, bah, pour finir, est-ce que tu as un dernier conseil? Est-ce que tu as un dernier conseil, une chose où peut-être tu veux mettre en garde pour les personnes qui nous écoutent, pour conclure globalement? Mais je pense que ça serait de ne pas se diminuer, se rabaisser. Tu sais, je parlais tout à l'heure des, des boulets qu'on traîne, mais votre passé ne dicte pas votre futur, à moins que vous lui donnez de l'importance. Il y a il y a une phrase à un moment donné que j'avais entendue, qui a même il y a un livre qui a été créé là-dessus il y a plusieurs années, qui ça dit On this rock I stand and world you will adjust. Donc, sur cette roche, je me tiens et le monde va s'ajuster. Mm. Et ce que ça signifie pour moi, c'est la certitude, la puissance de la certitude. Mm. Moi, quand j'avais des échecs après échecs après échecs, puis quelqu'un me disait, est-ce que tu veux réussir dans ce business-là? C'est sûr, c'est clair. Je suis déjà un succès, c'est juste pas encore sur papier. Ça s'en vient. Je suis en train de le faire. Donc, c'est important d'avoir cette certitude-là et c'est de la rechercher continuellement pour l'alimenter. Continuellement l'alimenter en allant des événements, en s'éduquant, en ayant un coach, en passant des actions, puis en se respectant soi-même dans ce qu'on se dit, dans nos promesses. Donc, pour développer cette certitude-là, parce que la certitude fait beaucoup de choses, peut complètement transformer votre vie. Mais si vous avez des doutes, des hésitations, vous allez faire les choses à moitié. Donc, ça prend cette certitude-là. Alors, c'est ce que je vous encourage à cultiver continuellement. Ah ben c'est super, merci pour ce conseil-là. C'est vraiment très important d'avoir cette certitude-là, de savoir où est-ce qu'on veut aller et qu'en soit même dans le processus, très important, on est déjà dans le succès. Et ça, Oui. c'est vraiment important parce que le succès, c'est pas d'arriver au sommet. Le succès, c'est le chemin, c'est le process, c'est toutes ces choses-là qu'on va vivre, les rencontres qu'on va vivre, les moments qu'on va passer avec notre famille, etc. C'est vraiment toutes ces choses-là qui sont importantes et qui font partie aussi du succès. Bah là, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Là, il y a Alima aussi qui m'a un commentaire parce que c'est justement l'une de mes filles qui dit bah, ah oui, Mounir, t'es le meilleur pour moi en tant que parrain parce que j'ai connu aussi des gourous. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de gourous aussi dans le MLM. Et en fait, tu vois, d'avoir ce genre de retour-là, ça fait vraiment plaisir aussi. Ça nous encourage à continuer, à motiver justement nos équipes, à les encourager à réussir parce que moi, quand tu dis visualiser le succès, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si ça arrive aussi, c'est qu'avec mes filleuls, je visualise aussi leur succès. C'est-à-dire que je Ouais. les vois comme ils ont un potentiel, je vois aussi leur succès et je sais qu'ils peuvent y arriver. Et c'est Ouais. pour ça que j'ai envie comme je les vois, j'ai envie qu'eux, ils se voient dans leur succès, comme je les vois. Et c'est ça, en fait, qui est bien aussi, on va dire, dans l'état d'esprit du MLM aussi. C'est pour Ouais. compléter. Et pareil, moi, je vais juste donner mes petits conseils aussi, mes derniers petits conseils. C'est vraiment bah, la première chose, on va dire, dans l'entrepreneuriat, de façon générale, même dans le MLM, c'est de faire attention aussi, on va dire, entre guillemets, aux voleurs de temps. C'est-à-dire que des fois, ça peut arriver aussi qu'on peut être sollicité à droite, à gauche, faire des choses, faire ci, faire cela, et d'être trop convoité. C'est important aussi des fois de dire non, de dire stop, de dire là, je me concentre sur ce que je fais parce que mon temps, il est précieux et justement, le temps, il part, mais après, on ne peut pas le récupérer. Donc ça, c'est important de faire attention à ce point-là. Et le deuxième point, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour le fait d'être épanoui, de réussir dans ce qu'on fait. C'est vraiment un bon outil. Je ne sais pas si tu le connais aussi, peut-être que tu le connais. C'est l'Ikigai. L'Ikigai, Ouais. voilà, Je, n'hésitez pas à je regarder un connais. petit peu aussi sur Google, sur YouTube. Il y a sûrement des vidéos qui parlent un peu de l'Ikigai, mais c'est vraiment de pouvoir retrouver justement le point qui va vous rendre épanoui dans votre activité
un point que vous aimez, quelque chose que vous aimez, sur lequel on peut vous payer, sur lequel le monde a besoin. Et ça, c'est vraiment des points, justement, et lorsque vous retrouvez votre Ikigai, eh bien, vous pouvez être vraiment épanoui dans votre business et dans votre MLM. Donc voilà, globalement, ce que je voulais un peu apporter en plus. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire, Stéphane, ou, par rapport à ça. Ben, je pense que tu as fait pas mal Ouais, des très bons points, puis je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que, tu sais, ce qui est bien, c'est que tu as des connaissances sur le terrain, tu as des connaissances en marketing, en consultation, euh, coaching, puis tout ça. Donc, tu sais, si quelqu'un a besoin de guide, écoute, t'es la ressource. ah, Ça va vous sauver énormément de temps, de frustration, d'erreur. Puis le temps, ben, on ne le regagne pas. Donc, il ne faut pas négliger ça. Donc, moi, j'encourage tout le monde à venir te voir, travailler avec toi pour les aider à accomplir ce qu'ils veulent le plus rapidement possible. bah, merci beaucoup. Franchement, Stéphane, ça me touche beaucoup, aussi, surtout venant de toi, parce que comme tu l'as dit, hein, moi, c'est important pour moi d'être aussi dans des équipes avec des personnes qui nous ressemblent. Et c'est pour ça que moi, je suis très fier aussi d'être dans ton équipe, dans le même MLM, etc. Parce que tu m'inspires beaucoup aussi. Pour moi, tu es vraiment source d'inspiration, un modèle aussi qui nous pousse à réussir. Et même, comme tu le vois aussi, même Alima aussi, pour qui tu inspires énormément beaucoup de personnes. Donc, c'est juste top. Donc, merci à toi pour tous tes conseils, pour toute la valeur que tu as apportée. Et pareil pour les autres, hein, n'hésitez pas aussi à échanger avec Stéphane si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils. Je pense qu'il sera toujours ravi, en tout cas, de répondre. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est de voir que tu es toujours disponible, tu es toujours là, tu n'hésites pas à donner aussi de ton temps, de tes connaissances pour aider les autres. Et ça, c'est juste top. Donc, merci infiniment à toi, Stéphane, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Mounir. Merci Merci de beaucoup. l'invitation. Allez, à bientôt tout le monde. Merci à tous. Bye bye Salut. tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et surtout que tu as appris un maximum de choses. Franchement, moi, c'est l'un de mes épisodes de podcast préférés parce que j'aurais tellement aimé avoir la possibilité d'écouter ce type de podcast lorsque j'ai démarré dans le MLM. Mais ça peut également très bien s'approprier pour des personnes qui démarrent dans l'entrepreneuriat, qui ont un business, parce que pour moi, le MLM, c'est de l'entrepreneuriat. Et franchement, il y a plein de points des fois qui sont un petit peu bloquants, qui sont un petit peu difficiles, justement lorsqu'on démarre dans une activité comme le MLM. Alors, tu as été patient jusqu'à la fin, donc ça c'est cool. Je vais juste te rajouter justement ce que je voulais te dire en conclusion de cet épisode de podcast et qu'on n'a pas forcément évoqué avec Stéphane lors de cet épisode de podcast. Donc c'est un petit bonus que je voulais également te rajouter ici en conclusion de cet épisode de podcast. Donc comme tu l'as très bien vu, Stéphane, il nous a dit également que c'était très important de ne pas se focaliser sur les résultats, mais plus sur nos actions. Parce qu'en fait, nos actions, on est vraiment maître de nos actions, mais on n'est pas forcément maître de nos résultats. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui, je suis vraiment très aligné par rapport à ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, lorsque ça intervient souvent, lorsqu'on fait beaucoup de formations, lorsqu'on démarre, lorsqu'on fait une activité, c'est qu'au tout début, on va vraiment se dire comment je peux faire pour faire mon premier post. Comment je fais pour faire mon premier post, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. Comment je m'annonce, comment je démarre. Et des fois, en fait, ce premier post-là, il peut tellement bloquer des personnes, tellement paralyser. On peut vraiment être paralysé parce qu'on se dit, c'est ce qu'on disait également avec Stéphane, tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Et des fois, c'est très difficile. Ou bien parfois, des personnes se disent, ok, moi, je vais démarrer, super, je vais communiquer sur Instagram, je vais directement communiquer via un blog, via un podcast, etc., une chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'enthousiasme, mais des fois, on peut se perdre. Et c'est important, en tout cas, pour toi, et moi c'est vraiment quelque chose que je trouve de très important et que je dis aux personnes que j'accompagne dans mes consultations, c'est que c'est important de pouvoir juste démarrer. Démarre, mets un post. C'est pas grave s'il n'est pas parfait. C'est pas grave si tu trouves que il a des défauts, etc. Mais juste démarre. Et surtout, voilà, démarre, mais sans pour autant après, quelques semaines après, supprimer pour ensuite remettre, pour ensuite supprimer. Démarre, c'est pas grave. Et surtout, tu vas améliorer au fil du temps.
Donc c'est pas très grave si au début c'est pas parfait. Et pour tout le monde au début c'est pas parfait. Moi aussi j'ai fait pas mal de modifications sur mes contenus, sur mes posts. Mais par contre, tu pourras le voir sur Instagram. Moi, mon premier post que j'ai publié, je l'ai publié et je suis pas revenu dessus. Je suis allé, j'ai foncé, j'ai dit ok, je vais commencer brique par brique, étape après étape. Eh bien, je mets mon post et je continue. Je continue. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Et surtout, moi, je le dis aux personnes que j'accompagne dans mes consultations marketing, c'est que je leur dis, ils me disent parfois, oui, mais là, j'ai déjà commencé à publier. J'ai déjà commencé à faire un blog. Est-ce que je dois tout supprimer? Est-ce que je dois attendre la fin de ton accompagnement pour ensuite démarrer? Et moi, je leur dis non, surtout pas. Continuez votre communication, continuez ce que vous êtes en train de faire, et ensuite, vous pourrez, pourquoi pas, modifier au fur et à mesure que je vous donne des conseils. C'est ça que je dis justement aux personnes que je peux accompagner. Et donc, c'est ce que je veux également pour toi. Je veux que vraiment, même ce podcast-là, MLM Nouvelle Génération, t'apprends pas mal de choses, tu découvres des choses et ça peut te donner pas mal d'idées, ça c'est cool, je suis vraiment content si vraiment ça peut t'aider sur ton business. Mais moi ce que je veux surtout c'est que tu puisses vraiment modifier les choses au fur et à mesure du temps et que tout ne soit pas parfait dès le début, et c'est pas grave. Et tous ont fait des erreurs et rien n'est parfait dès le début et c'est pas grave. Donc vraiment ne pas se focaliser sur le résultat. Alors bien sûr c'est important d'avoir des indicateurs de performance qu'on appelle des KPI. C'est important d'avoir ça pour se dire ok où est-ce qu'on va, est-ce que notre stratégie avance bien, et ça c'est important en marketing. Te dire le contraire serait faux. Mais cependant il faut vraiment des fois se détacher et de dire c'est pas grave si au début j'ai pas beaucoup de likes, c'est pas grave si au début j'ai pas beaucoup de commentaires, de partages. Je sais ce que je fais, je sais quelle est ma stratégie, je sais où est-ce que je veux aller, et donc si je fais des erreurs, eh bien ce n'est pas plus mal, j'apprendrai de mes erreurs et je ferai toujours mieux la prochaine fois. Et c'est en faisant ça que tu verras qu'au fur et à mesure tu pourras proposer du contenu de meilleure qualité à forte valeur ajoutée. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se mettre de pression. Et comme j'aime le dire, en fait, c'est vraiment une phrase que je dis aux personnes qui ont des fois un petit peu cette difficulté à se lancer. C'est que si tu te concentres trop justement sur le premier post, sur le premier article de blog ou la première vidéo que tu vas faire, la première story que tu vas faire, en fait c'est tout simplement, je donne une image, tout simple pour que tu puisses vraiment bien comprendre, c'est vraiment comme si tu accordais beaucoup d'importance à la majuscule dans ta phrase. Tu vois, lorsque tu écris une phrase, ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Eh bien, en fait, si tu accordes beaucoup d'importance au premier post, c'est comme si tu accordais beaucoup d'importance à la majuscule de ta phrase. C'est-à-dire que tu prends bien le temps de faire la belle lettre, un beau D ou un beau F, un beau S, etc. Et en fait, si tu te focalises sur ça, tu verras qu'en fait les gens, c'est pas le plus important pour eux que ta première lettre, ta première majuscule soit la plus belle, mais ce qui est important pour eux, c'est que la phrase que tu vas écrire par la suite ait du sens pour eux et qu'elle ait de l'impact pour eux. Et c'est la même chose, c'est vraiment l'image que j'ai envie de te donner, que tu retiennes ça, que de dire que la première lettre de ta phrase, c'est pas la plus importante. Alors c'est bien si elle est belle, si c'est une belle majuscule, en effet, mais ce qui est important, c'est la phrase qui en découle. C'est ce qui va arriver par la suite. Et donc j'ai envie vraiment que tu retiennes ça de cet épisode de podcast. Comme je t'ai dit, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à nous contacter, que ce soit Stéphane ou moi, tu peux directement nous contacter. Je te laisse toutes nos informations dans la description de cet épisode de podcast. Tu veux en savoir plus, tu veux apprendre des choses, et bien tout est dans la description de l'épisode de podcast. Surtout si tu as apprécié l'épisode de podcast, n'hésite pas à le partager à tes amis, à des proches, à des personnes qui entreprennent, des personnes qui sont dans ton équipe MLM, à tes filleuls, parce que ça peut sûrement les booster, les encourager à aller de l'avant et à se développer grâce au MLM en ayant un bon mindset. Également, si tu as apprécié, je t'encourage, si tu veux en tout cas, à mettre des étoiles, à mettre des commentaires positifs. Ça fait booster le contenu et ça fait vraiment plaisir à chaque fois d'avoir des bons retours sur les épisodes de podcast. Donc si tu peux en tout cas, et si tu le veux bien sûr, n'hésite pas à mettre des belles étoiles, à le partager et à mettre des commentaires positifs. C'est toujours bon pour l'algorithme, tu sais ce que c'est, et donc je te remercie infiniment pour ça.
moi, je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.